Bonjour tout le monde, c'est Théo qui vous parle. Je vous arrête un petit instant avant de commencer pour vous préciser quelque chose. Durant le tournage de l'épisode avec Eric, on a eu un léger problème technique. En gros, on n'a pas pu avoir l'image de l'épisode. Donc, on espère que ça va pas trop être un inconvénient pour vous. Et sur ce, moi, je vous souhaite un bon épisode. À la semaine prochaine. Bye! Toi, dans le fond, Nico, t'es pas gêné? Moi, dans le fond, moi, je connais pas les films, mais par contre, je connais bien les poutines. Les poutines, ils ont l'air de bien te connaître aussi. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de Jean 204. Ça va être une dinguerie cet épisode-là, je le sens déjà. Man, Théo va être super content. Oui. Moi aussi, gros. En plus, toi puis toi, tu vas apprendre des affaires parce que, yes. Certain. Avant de commencer, on vous rappelle, on est en partenariat avec Cantine La Frégale de Saint-Hyacinthe avec votre carte étudiante puis le code 204, vous obtenez 10% de rabais sur tout le menu. 5310 boulevard Laurier-Ouest à Saint-Hyacinthe. Hey man, il lâche pas l'affaire. Exactement. Puis également, un très, très gros merci à la Clique Sociale, l'agence de marketing par excellence pour faire grossir votre entreprise au moyen des réseaux, que ça soit de la publicité, gestion de vos réseaux. Ils sont très, très forts là-dedans. On vous met tout ça dans la description. Un gros merci à Rick puis Guillaume de la cantine puis Fred puis Simon, les deux propriétaires. Les deux propriétaires de la Clique. Puis, un gros merci à vous aussi qui nous écoutez à chaque semaine. On rappelle l'engagement, c'est très important pour nous, puis c'est très gratifiant dans le fond. Like, partage, commentez, vous abonnez. Allez voir le Patreon. Également, exactement. au prix de 5$ par mois, vous avez accès... 4,99. Pardonne-moi. Comme j'aime bien dire, c'est le prix de 2 cafés par mois. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que Théo, je te laisse... Nous autres, aujourd'hui, on se retrouve avec Eric, à Pop Culture QC sur Internet. Ça va? Très bien, tu fais de la création de contenu de la culture populaire. Puis, yes, exactement. C'est ça. Puis précisément, on parle de films, jeux vidéo, on parle de séries, puis des fois des intérêts personnels qui sont rattachés à moi, que je sors un peu spontanément. Ça permet un peu plus d'aller. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Je te suivais depuis un bon moment avant d'en parler, qu'on en parle entre nous. Ouais. On a l'idée de te recevoir, donc je suis très content. Nico, lui, Nico, t'es pas là-dedans, toi, je pense. Moi, la culture populaire, je suis pas très là-dedans. Mais c'est pas grave, on a fait des là pour apprendre des affaires. Exactement, on va apprendre. C'est comme moi quand on parlait de foot, là, moi, là, j'étais pas... Voilà. Fait que, c'est ça, Eric, dans le fond, quand est-ce que tu as commencé la création de contenu, puis tu faisais quoi avant ça? Avant, comme tout le monde, je travaille, en fait. Là. OK, ouais. Mais je faisais pas de création de contenu, vraiment. Là, ça a commencé vraiment avec la pandémie. J'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelait High Tech Eric. OK. Et là, je vous dis, c'est de la techno, en fait. Puis, ce qui arrivait, c'est que je suis quelqu'un d'introverti dans la vie. Ouais. Puis j'étais pas à l'aise, j'ai pas de compétences en montage, j'avais pas de compétences en montage à ce moment-là, fait que j'ai acheté la suite Final Cut avec mon MacBook. On connaît. Puis je filmais avec mon téléphone cellulaire qui était un iPhone 12 à l'époque. Ouais. iPhone 12 Pro Max, c'est quand même le Net Plus Ultra niveau téléphone à ce moment-là. Fait que c'était un bon kit, un bon starter pack, t'achètes un trépied, tu mets ça sur une table puis tu filmes. Mm-hmm. Puis moi j'aimais ça, j'aime la techno en général aussi. Okay. Donc parler de téléphone cellulaire, de jeux vidéo, de nouvelles technologies. Ouais. Puis ça fonctionnait dans une certaine limite. Quelques milliers de vues en France. Quand même. En France, les gens aiment la techno, au Québec, pas vraiment. Mais je partageais comme mes liens ici puis là, mettons, sur des groupes puis tout, pour créer de l'engagement. On est trop une commune de boomers, en fait, au Québec, hein, c'est pour ça que je sais pas, YouTube puis le Québec, si c'est pas certains sujets spécifiques, ça fonctionne pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, mon affaire de techno fonctionnait juste en France, puis je me suis rendu compte qu'après 7-8 vidéos que j'avais pas le budget pour, tu sais. L'affaire, c'est qu'il faut que tu parles de nouvelles affaires pour attirer un certain viewership qui est garanti. J'avais des abonnés, 200 abonnés, ça fonctionnait bien. Fait qu'il fallait que t'achètes comme tout le temps les nouvelles affaires si tu voulais continuer. Mais tu sais, je les achetais pas parce que trop cher. C'était pas rentable non plus, là, vraiment pas. Fait que ça avait connu un succès modeste, quelques milliers de vues sur les vidéos, mais ça prenait beaucoup de temps, j'avais pas les skills interpersonnels pour connecter avec l'audience. Fait qu'au final, c'était des vidéos qui étaient vraiment moyennes, mais qui étaient vues. Puis t'étais tout seul dans ce que tu faisais, t'avais personne. T'étais tout seul. Puis ça, c'était en 2021. OK. Puis un an plus tard, tu sais, j'ai regardé des TikTok pis tout, mais je trouvais que
je sais pas, à ce moment-là au Québec, je veux pas non plus insulter personne, mais l'état de TikTok au Québec en 2022, il y avait pas grand-chose. C'était des petits sketchs, des reviews de bouffe, puis des gars d'immobilier qui disaient qu'ils vendaient les meilleures maisons ever, les meilleurs trucs d'argent. Good. PC jeu de cœur, ouais. Fait que je me suis dit, crème, il y a personne qui fait de critiques de cinéma, puis c'est quelque chose que j'allais spontanément presque à chaque semaine au cinéma quand ça l'a réouvert parce que pendant la pandémie, on s'entend que les cinémas, ça roulait pas sur l'or, ça roule pas encore sur l'or. C'est pas l'industrie la plus fructifiante. Non, c'est sûr que non, là, mais dû au contexte, ça se comprend quand même. Assez tranquille, fait que j'ai commencé à en faire, mais encore là, je me confrontais au même problème. J'avais pas les capacités comme temps personnel pour connecter. Puis mon montage était très fixe, c'était très un carré, moi qui se filme, pas vraiment d'effets visuels. C'était moi qui parlais là-dessus. Mais les gens regardaient. Un miracle, les gens regardaient. 10 000 vues ma première critique, c'était sur Lightyear. Pixar, sorti à juin 2022. 10 000 vues première vidéo. Ah ouais. Seigneur. OK, puis ce que je disais avait du sens, je veux dire. Tu sais, c'est ça, c'est comme c'est sur l'actualité, puis le film qui vient de sortir, puis en plus, comme tu dis, il y avait pas beaucoup de monde au Québec qui faisait ça, fait que je pense que ça l'a accroché direct. C'est ça. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est un spin-off de Toy Story, right? C'était un spin-off de Toy Story, Buzz Lightyear. C'était un film qui a vraiment pas, c'est un film qui a pas vraiment fonctionné au box-office. Tout le monde l'a haï. C'est pour ça que j'en ai déjà entendu parler. Probablement. Puis c'est ça a commencé de même. Puis là, j'ai continué à faire des capsules sur divers sujets. Puis je suis donné comme défi de continuer. J'avais pas d'objectif précis d'abonnés ou quoi que ce soit. C'était vraiment comme je parle puis on verra ce qui arrive. Puis je continue à faire des vidéos, puis ça a continué à fonctionner. Quand même bien. À un moment donné, tu te déjeunes au fil d'enfer, puis tu comme nous autres, au premier épisode, là. C'était un bon demi-heure avant d'être capable de juste partir. On était le même, là, au début. Non, c'est sûr que c'est stressant, puis tu continues à travailler en même temps, dans le fond. Exactement. J'ai toujours... Encore aujourd'hui, je continue je veux dire, je travaille le jour, je filme le matin, le midi, le soir, je vois des films. Mais comment dire, au début, c'est ça, là, j'avais pas de revenus ou quoi que ce soit, j'avais par rapport à ça. Puis à un moment donné, tu sais, après un an, j'étais comme, il me semble que je fais juste parler des films quand j'ai critiqué, c'est le film était bon parce que les acteurs sont bons, puis il y avait, mettons, un bon paysage, des bons décors. Ouais, OK. J'étais interchangeable finalement. Je suis pas meilleur qu'une critique sur Le Devoir, mettons, là, je la lis, puis je pourrais en lire une autre, puis ça serait la même affaire. Pourquoi pas injecter un peu plus de personnalité? Pourquoi pas injecter des jokes? Moi, j'aime les one-liners, j'aime Sugar Sammy, j'aime les genres d'humoristes qui sont capables de faire lever la foule avec une phrase. Okay. Je vais essayer, je suis pas humoriste. Okay, je suis pas humoriste, je vais la job à personne aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à instaurer ça, là, ça a levé. Là, c'est là que ça a vraiment... le niveau a augmenté. Puis encore aujourd'hui, tu sais, il y a comme eu, je dirais, la chaîne a comme eu un certain prime, peut-être l'an dernier, en 2023, 2024, début 2025, mais encore aujourd'hui, je pense que c'est un trademark là, qui fait en sorte que la chaîne, c'est en marque de commerce, dans le fond. Exactement. OK, nice. Fait que ça, c'est la petite histoire courte. Là, on est rendu ici aujourd'hui, puis je suis rendu au top. Je fais jamais 204 podcasts. Ça va bien, mes affaires. Non, mais faut arrêter de faire la joke qu'on est le plus gros podcast. Là. Théo, il nous tape tout le temps ses doigts. Parce qu'on n'est pas le plus gros podcast, les gars, je vous le confirme. Ouais, mais... Puis là, ton travail, est-ce que c'était lié depuis le début? Ça, je me demande, est-ce que c'est lié avec la création de contenu que tu fais ou en fait, tu fais quoi comme travail? Non, pas du tout. En fait, quand j'ai commencé, j'étais fonctionnaire au gouvernement du Québec. J'étais gestionnaire de communauté. C'était ma première job, en fait, en sortant de l'université. Ah, ça n'a absolument aucun lien. Ouais, c'est ça, vraiment. Aucunement. Je veux dire, je faisais de la gestion de communauté en tant que telle, création de contenu, mais c'était sur des sujets qui étaient très politisés. J'ai un intérêt pour la politique aussi. OK, là, ça rejoint Nicolas. Dans un sens, comme ça me rejoignait un peu. Okay. Puis là, aujourd'hui, je suis au gouvernement du Canada en tant que stratège numérique. Mettons, tu nous le vulgarises. Stratège numérique. Ouais, parce des stratégies, dans le fond, de médias sociaux, mais aussi plus je veux dire, tout ce qui est comme les médias numériques, sites web, Internet, tout ça est interrelié, puis j'ai trouvé des liens entre ça pour créer de l'engagement avant nos contenus. OK, c'est nice. Fait que ça vient quand même un peu rejoindre la création de contenu au final. OK, ouais, c'est vraiment cool. T'aurais-tu un fait saillant dans ton parcours sur les réseaux, mettons, dans les 5 dernières années, l'événement le plus marquant, genre, ou une collaboration, quoi que ce soit? Ah, tout à fait. Ça fait très récemment, là, j'ai été invité par Radio-Canada, en fait, Première, comme la radio de Radio-Can que tout le monde connaît, qui sont installés un peu partout au Québec. Puis ils m'ont invité à faire une chronique. Comme c'est vraiment très spontané. C'était au temps des fêtes, il y avait comme
une plage de libre, puis s'ils voulaient faire une chronique comme sur, mettons, les perles que les gens manquaient, les films plus underrated dans un langage plus jeune. Puis Radio-Canada, c'était vraiment comme c'est quand une même checkbox que je voulais, c'est sûr, que je voulais c'est accomplir. gros. Puis, tu sais, c'est pas beaucoup de monde l'ont écouté, etc. Mais pour moi, ça comptait. Radio-Canada, c'est une institution qui est reconnue par tout le monde. Puis être invité, quelqu'un qui est là-bas, qui s'est dit, hey, Eric de Pop Culture Québec, on va l'inviter pour parler de films. Ben, pour moi, c'était quand même un accomplissement majeur. Ouais. La cause était comme juste en dessous de jamais 204. Exactement. C'est la même bucket list. J'ai dit que j'allais pas faire des jokes, mais c'est pas vrai. Je peux pas capable de t'en empêcher, toi. Ben non, c'est ben trop, je trouve ça ben trop drôle, là, d'être dans le personnage, là, parce que c'est un personnage, là, évidemment. C'est un personnage, en tout cas. Puis, mettons, je dirais moyen, long terme, c'est quoi tes objectifs avec ta chaîne? Genre, comment tu vois ça? Peut-être, je sais pas, dans 5 ans ou autant dans 1 an? Parce que là, c'est encore jeune, quand même. Ben, forcément, oui. Ça va faire 4 ans en juin, quand même. Là. Ah, ouais, ça avance vite. La chaîne a quand même évolué dans le format, dans les sujets que je traite. Oui, ben, tu nous le disais, là, que t'as rajouté déjà ton angle à toi plus dans les... Ouais, c'est vrai, ça a évolué vite. Ouais. Puis, je veux dire, au début, j'avais pas vraiment d'objectif parce que quand tu commences, tu sais pas à quoi t'attendre nécessairement. Puis, à un moment donné, tu sais, c'est certain que... Moi, j'ai jamais compté les abonnés. On s'entend. Les abonnés, je trouve qu'aujourd'hui, en 2013, ça comptait. C'est surfait un peu. C'est surfait. Les gens, comme qui disent publiquement, j'ai 30 000 abonnés. Tout le monde s'en fout au final. Moi, tout le monde s'en fout. C'est juste pour toi que tu valorises toi-même au final. Ouais. Fait que moi, je parle jamais du nombre d'abonnés que j'ai. OK. Mais vraiment comme on parle de reach. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par c'est surfait, genre? Ben, c'est pas... aujourd'hui, le monde s'abonne moins, c'est ça? Ouais. Puis surtout quand tu scrolls, là, tu peux genre aimer des trucs sans forcément t'abonner. Puis c'est pas parce que tu as un tel nombre d'abonnés que forcément c'est fait que le nombre de visionnements ou d'interactions est comme c'est beaucoup plus représentatif. Un terme plus marketing, on va littéralement dans le taux d'engagement. OK, ouais. C'est vraiment ça l'or pour, mettons, les agences marketing ou les compagnies qui veulent t'engager puis donner des contrats. Ce qui m'amène à dire que mon but présentement, c'est de rentabiliser davantage la chaîne, qui est rentable présentement depuis ça a pris 1 an et demi environ à recevoir des contrats. OK, c'est arrivé extrêmement vite. C'est des 4 chiffres, fait que ça monte vite. Là. Ah ouais, 4 chiffres par contrat, par vidéo, par collaboration, comme on dit. Calvaire, quand puis ça peut monter plus, ça peut aller dans les 5 chiffres. Là. Je suis pas gros, je suis vraiment niché quand même comme créateur de contenu. Tu sais, fait que ça peut monter vite selon ton nombre d'abonnés, selon les KPI que l'agence marketing qui t'engage de la compagnie value le plus, mais c'est souvent comme dis ton prix, puis après c'est peut-être des négociations parce que j'ai pas d'agent. Là, fait que, c'est toi qui... c'est moi qui envoie les média kits, qui fait mon média kit. Puis tu fais toi-même la gestion. Mettons, quand on est en communication, c'est toi qui réponds à tous tes courriels, à tes messages, puis tout ça. Tous tes commentaires, etc. Ouais. Fait que mon but à long terme, tu sais, j'ai passé vraiment l'étape parce que je suis connu dans un sens comme en tant que référence pour les critiques de films, tout ce qui est pop culture. Mais je suis vraiment rendu comme à plus... augmenter la rentabilisation de la chaîne. T'aimerais... vas-y. T'es-tu tout seul ou genre des fois il y a du monde qui t'aide mettons pour faire du montage ou whatever? Non, je suis seul encore. OK. Quand même. Tu veux éventuellement rajouter du monde à l'équipe ou pas? Il faudrait que ça soit plus rentable. OK, c'est ça qui m'amène à... C'est difficile Parce que pour les payer, c'est sûr que... J'ai beaucoup d'offres, là, je veux dire, mais à boîte de courriel, j'en reçois chaque semaine des gens qui comme je suis un monteur qui s'est engagé puis tout, mais c'est pas vraiment le problème que je veux engager ou pas, c'est vraiment comme faut que ce soit rentable. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, en ce moment, je suis capable de je vais au cinéma beaucoup. Fait que je compte sur certains revenus pour que ça vaille la peine de continuer. Okay, ouais, parce que mettons qu'il y a 5-6 créateurs de contenu au Québec qui font du contenu sur le cinéma. Il y en a 2 qui sont rentables, assurément, il y a moi, quelqu'un d'autre. Puis toutes les autres, c'est des losses à chaque fois. Ils dépensent leur argent. Toutes les fois qu'ils vont au cinéma. Toutes les fois qu'ils vont au cinéma, ils enregistrent un loss. Ça veut dire comme, jusqu'à temps puis on t'espère que ça vaille la peine. Que t'as sorti au moins. Mais c'est pas garanti. Je veux dire, au début, tu rentabilises ça par un certain engagement social. Ouais. Tu sais, personnellement, si ma critique de film fait moins de 10 000 vues, est-ce que ça valait vraiment la peine d'en faire une? Doute. Okay. Ouais. Doute. Je vois ça comme ça aujourd'hui au début, non. Mais à un certain niveau, il faut que tu donnes des objectifs pour pouvoir aller plus loin puis atteindre des objectifs de rentabilisation. Parce qu'au final, c'est les chiffres que les gens regardent, même si je veux pas care à propos des chiffres, des abonnés, etc. Ouais. À un certain point, quand tu fais ça semi-professionnellement, faut que t'ailles la vérité en face puis tu te dises, ça vaut-tu la peine de continuer? Mettons qu'on enlève ça n'aurait pas pogné. Je serais probablement pas en train d'en faire aussi souvent ou aussi. Non, c'est plus clair. Pour le fun. T'en ferais, pour le fun, mais là, oui. Parce qu'à un moment donné, il faut comme, à quel point tu peux
avoir des pertes pour faire quelque chose, un projet qui est pas nécessairement rentable. Ouais. Ça reste comme, tu sais, les médias sociaux, il faut commencer ça par passion si vous voulez avoir un projet, etc. Sur les plateformes sociales comme TikTok, Instagram, etc. Faites-le, mais il faut savoir s'arrêter puis pas nécessairement se creuser un trou qui est de plus en plus gros financièrement. Là. J'ai vu récemment que, je sais pas, corrige-moi si je me trompe, je sais pas si c'est un abonnement où t'avais un espèce de rabais sur les Cinéplex. Yep. Puis genre, c'est sûr que toi, tu y vas souvent, parce que c'est essentiellement ça ton contenu. Puis, est-ce que tu commences à être connu un peu là-bas? Est-ce que le monde te reconnaisse ou quoi? Quand il va au cinéma, genre? Ouais, Quand je vais au cinéma? parce que tu dois y aller souvent, c'est ça, je me posais la question. Ouais, c'est une excellente question, puis ça me surprend encore aujourd'hui, là. Puis c'est pas juste au cinéma, en fait. Là. Ah ouais? Quand je vais au cinéma à Québec, les employés, le gérant, etc., Ouais. je les connais naturellement parce que j'étais souvent avec eux autres pour avoir des infos, etc. Puis eux autres me suivent naturellement parce que s'ils travaillent au cinéma, ben, ils ont un intérêt pour le cinéma. Ouais. Fait que c'est vraiment un hotspot pour moi en termes de hey, je vois tes vidéos, puis etc. Ouais, c'est cool. Mais oui, ça arrive souvent. Mais ce qui me surprend, là, je sors une anecdote très forte qui est arrivée la semaine dernière. J'étais allé à la première de Bon Cop, Bad Cop, qui est une nouvelle série sur Crave. On m'a invité à la première, puis il y avait un tapis rouge. Tapis rouge qui implique que Patrick Huard est là, il y avait sa femme, il y avait tous des acteurs, Sarah-Jeanne Labrosse, tous des acteurs quand même de haut prestige, on va dire ça. Qui ont invité, toi? Ils m'ont invité. Ça, Crave m'invite à plein d'événements. Jusque-là, l'anecdote est normale. Puis là, je vois un jeune qui était habillé avec un veston cravate. Il faisait prendre en photo derrière le décor de Crave comme un backdrop pour prendre des photos. Il passait sur le tapis rouge. Puis, naturellement, tu penses, il joue dans la série. Il joue dans la série. Moi, j'étais en retrait. Là, je prenais pas de photos, mais le tapis rouge m'intéressait. Moi, j'étais juste là pour voir l'épisode avec tout le monde. Fait que je regardais ça de loin. Puis là, il fait son tour sur le tapis rouge. Il me voit. Il s'approche. Je suis comme, OK. Il m'a reconnu. Il a assurément qu'il a l'âge pour consommer mes vidéos. Fait que là, évidemment, hey, t'es pas... Il me dit, t'es gars sur TikTok qui fait des critiques de films. Je dis oui, exactement, tu sais, enchanté, je dis mon nom puis tout. Puis toi, j'imagine que t'as un rôle dans la série. Là, il me dit ouais, je joue un petit rôle puis tout, mais je suis le fils à Patrick Huard. Quoi? Je suis comme ben non. Patrick Huard. Nathan qui s'appelle. Ouais, j'ai pas la... Jeanne, l'anecdote à Jeanne. Non, oui, ok, oui. Non, c'est... mais ça doit pas être lui. Mais est-ce qu'on avait un invité, en tout cas, qui avait eu des contacts aussi, mais non, c'est pas lui. Bref, la suite de l'anecdote. Déjà fait? La suite de l'anecdote. C'est mon cher. Là, je prends genre 2 minutes, 2 secondes dans ma tête. T'es comme, OK, ouais, quand même. OK, c'est vraiment nice. Puis là, une attachée de presse, c'est comme pointé. J'ai comme dit, t'as-tu aimé ton expérience? Il va dire, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis l'attaché de presse a dit, faut t'avoir une entrevue, désolé. Puis c'est vraiment comme une petite interaction de 30 secondes que j'ai pris 1 minute à raconter. J'ai réalisé la force un peu de Pop Culture Québec qui va... Il y a beaucoup de gens qui consomment ce que je fais. Moi, j'essaie de garder les pieds sur terre, puis je me dis, personne me connaît. Parce que c'est comme ça, tu gardes les pieds sur terre, tu continues de faire tes affaires comme si tu l'étais pas. Fait que tu veux tout le temps aller dans un sens plus haut, ça te motive. Ça te motive tout le temps, t'as pas l'impression que t'es accompli. Puis ça, j'étais comme, OK, on a quand même atteint un niveau intéressant. Puis ça, c'est ma plus grosse interaction récemment. C'est quand même des gens m'arrêtent chaque semaine, mettons, je vais au centre d'achat, etc., au cinéma, prendre des photos des fois. Fait que c'est quand même plaisant, mais c'est pas quelque chose que j'aime dans un sens que je suis introverti, mais je m'y habitue. La première fois, j'étais comme, j'ai haï ça, je disais à ma blonde, tu sais, une autre anecdote, OK? Celle-là est excellente. Encore, j'étais au restaurant avec ma blonde, au Lacage, 5B8L, on se pointe là, il y a quelques mois. Là, on mange, puis tout. Puis là, il y a quelqu'un qui se pointe sur le côté de la table. Je suis en train de manger un burger, là. Qui se pointe, il nous regarde manger. Il parle pas, genre. Il parle pas. Quoi? What the fuck? Comme 5 secondes qu'il parle pas, là. Ça paraît pas beaucoup, mais 5 secondes, quelqu'un qui te regarde manger, tu connais pas. Il me dit, genre, en 10 secondes, hey, je veux pas te déranger, je regarde tes vidéos comme sur TikTok, pis tout, j'ai vraiment ça. En tout cas, bye. Il s'en va. Je vais te dire un mot. Merci, j'ai dit merci. Ma blonde est vraiment comme dit, on peut plus manger en paix. Puis là, j'ai comme, désolé, tu sais, je vais laisser sur moi un peu, mais des fois, des interactions aussi qui sont malaisantes. Qui doivent être à la cage, mais tu veux juste enjoy ton burger avec ta blonde, puis quelqu'un qui, pendant 5 secondes, il est de même, qui te regarde. Non, tu sais, il voulait pas mal faire, tu sais. Non, c'est sûr. Je dis que c'est négatif, t'es super gentil comme personne, mais des fois, les gens savent pas aborder des personnes. Il y a peut-être un certain aspect parasocial qui s'installe quand tu vois quelqu'un. Souvent, tu penses que tu le connais, mais tu le connais pas vraiment. Fait que tu fais des trucs qui sont peut-être out of bound. Puis peut-être qu'il place un certain statut aussi. Fait qu'il est stressé, il sait pas
comment réagir avec ça. Là. Lui, ça y est arrivé au tout début, mais c'était à la pharmacie, il s'est fait J'ai pas compris du tout ce qui s'est passé. Là. Genre, on commençait en plus, on avait rien. C'est à peine un mois, puis... Je commandais, genre, je prenais de quoi sur, genre, au Jean Coutu, là, normal. Je me suis acheté de quoi à la pharmacie, puis la caissière, en me scannant mes affaires, elle me dit « Hey, en passant, j'ai écouté ton podcast. » Je suis genre... Ouais, gros, le choc, là, mais je pense que tu la connaissais, mais tu te rappelais pas. Peut-être. J'avais vraiment aucun souvenir de l'avoir vu, cette fille-là, dans ma vie. Fou, tu l'as pas revu depuis? Non. Eh ben, ça fait des anecdotes de même. Je me souviens même pas de sa face, tellement je la connais pas, genre... Ok, ouais, c'est vraiment... Je sais qu'elle était blonde, c'est tout. Ouais, t'es jamais vraiment préparé pour ça quand ça arrive. Ouais, ouais non, j'imagine, c'est ça, tu penses... C'est ça, mais en fait, c'est que ça m'a surpris. On avait rien encore. On avait quoi, genre 4 épisodes? Ah ouais, non, ça venait tout juste de commencer. Ça doit être quelqu'un de l'entourage, au final, qu'on sait pas trop. C'est juste pas c'est quelqu'un que nous, on connaissait, pas toi. Ouais. Là, ben, genre, t'aimes ton travail quand même, mais est-ce que t'aimerais ça, genre, éventuellement pouvoir vivre de la création de contenu? Est-ce que c'est réaliste aussi de le faire, selon toi? Assurément que j'aimerais ça en vivre parce que c'est vraiment trippant aller voir des films. Ouais. Ok, ouais. Des fois des premières, tu sais, puis aller en parler comme en exclusivité dans un sens parce qu'on m'invite pour ça. Mais au final, tu sais, ces opportunités-là, on me paye pas, tu sais. Ma paye de ça, c'est, tu vas le voir avant le C'est l'événement en tant que tel. On te donne des billets, tu sais. C'est ça. Mais est-ce que c'est réaliste au Québec? C'est surtout ça, au Québec, c'est réaliste. Je suis pas convaincu encore. Après 4 ans, je pense pas que c'est réaliste de penser que c'est réalisable. Parce que TikTok, ça paye pas au Québec. Non, TikTok paye pas. Il y a juste YouTube, Facebook. Ah, Instagram, paye pas? C'est les deux. Facebook même, pas Instagram? C'est bizarre, Instagram. Instagram, oui, tu peux gagner, mettons, tu peux faire, mettons, tu peux créer des abonnements. Mettons, je parle payant l'interaction, c'est vraiment Facebook, puis YouTube. Ah ouais. Mais ça fait que sûrement que si t'étais à une autre place, TikTok, ça pourrait te ramener quand même de l'argent. Là. Si je sortirais du pays, oui. Ouais, c'est ça. Puis tu fais quand même des bonnes stats, là, pareil. Là. Ouais, quand même. Tu sais, puis avec, je veux dire, on est au Québec, c'est 8 millions, 9 millions de personnes. Il y a une certaine limite aussi au nombre de personnes que tu peux toucher, puis je suis pas mainstream nécessairement dans ce que je fais. Ouais. Fait qu'avec tout ça, je suis content des chiffres que j'ai, mais est-ce que quand tu penses à une perspective de rentabilisation, je suis rendu à plus attendre vraiment comme les gens qui me contactent, j'envoie mon média, comme ça t'intéresse on a un fit naturel, tu sais, peut-être. Ouais. Je fais un peu le rôle d'agent comme en même temps présentement pour justement améliorer la rentabilisation parce que j'estime que mes chiffres sont attirants pour n'importe quelle entreprise en milieu du divertissement. Là. Est-ce que tu disais au début que t'étais genre la première chaîne que t'avais faite, t'avais un peu de vues en France, tu t'en as fait encore? C'est un 2% aujourd'hui 2%, là, quand je regarde, mettons mes stats, mais tout est au 98% Canada, sûrement 98% Québec, on s'entend. Quand ça marque par pays, mais oui, un 2%, puis il y a beaucoup de commentaires souvent. J'aime bien ça couvrir les collaborations marketing. Mettons McDo qui sort un K-pop Demon Hunter, meal ou genre des buckets de popcorn. Ouais, tu fais beaucoup de reviews de buckets de popcorn. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Comme naturellement, j'en achetais avant quand ça a commencé, avant que je starte ma chaîne. Puis ça, il y a tout le temps du monde en France, dans d'autres pays, en Belgique, ils sont comme, on va-tu l'avoir en France? On va-tu l'avoir en Belgique? Comme, mais ça coûte tellement cher, ces maudits buckets-là, ça n'a pas d'allure. Calvaire. Ben, ça dépend desquels, mais comme 40, c'est les moins chers, je pense. 40, celui de Galactus, il devait être vraiment cher. 80 plus tard. 80? Ouais. Ça a une explication. Dans le fond, les buckets de popcorn, genre, ils varient des fois, puis il y en a des spéciaux en fonction du film pour la promotion. Mettons Fantastic Four. Genre au cinéma? Ouais. OK. Mais c'est-tu juste dans les gros cinéplex qu'il y a ça? Souvent, oui. Cinéplex, ouais. Parce que, me semble, on n'en voit pas souvent ici. Là, Saint-Hyacinthe, on en a, mais très, très rarement, là. Ouais. Mais en tout cas, mettons, les 4 Fantastiques, le méchant du film, c'était Galactus. Fait que le bucket de popcorn, c'est la tête de Galactus. Puis il était gigantesque. Il était comme au même, puis tu pouvais rentrer 2 grands popcorn dedans. C'est complètement fou, là. Puis le bucket de F1, c'était un casque, il me semble. Le F1, c'était un casque comme de pilote de F1. Tu vas rentrer un moyen popcorn dedans. Ça dépend en fonction des films. Ouais, c'est vraiment cool. Puis toi, tu fais une collection dans le fond de ça ou? Je les achète rarement, en fait. Ah, tu les achètes rarement? Je me pointe au cinéma puis tu m'es sorti. Ok, c'est vrai. On filme ça. Des fois, j'en achète, mais dans une perspective de créer du contenu pour le revendre au prix coûtant, au prix que j'ai payé, en resell, à des gens qui sont vraiment passionnés. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui font la collection. Il y en a, ils revendent ça à des prix de malade, même. C'est ça. T'achètes, il y en a qui c'est le but de le revendre 100$ de plus. Mais il y en a des vraiment cool. Là, mais c'est quoi le pire? Ceux qui revendent 100$ de plus ou ceux qui achètent 100$ de plus, dans le fond? Ah oui, ben c'est ça. Le resell, ça implique le fait qu'il y a un acheteur qui est valu
cet objet-là au prix que le reseller le vend. Fait que il y aurait pas de reseller sans acheteur, malheureusement. Ouais. Le resell, man. On va pouvoir embarquer les boys dans notre deuxième segment pour ce podcast-là. Ouais. On va parler un peu, t'es beaucoup dans la création de contenu, mais sur les réseaux, ben forcément dans le fond. Versus les médias traditionnels, mettons télévision, journaux, radio, qu'est-ce qui change dans les critiques de films parce que t'es beaucoup là-dedans? Qu'est-ce que tu trouves qui est différent versus, tu parlais du Devoir tantôt ou ce qu'on va aller lire là-dedans? Ben, tu sais, les médias traditionnels, en termes de critiques de films, c'est la même chose depuis que les médias traditionnels existent, dans un sens. Une critique de film, moi, je suis pas un critique de film. Premièrement, là, on va se dire, je suis quelqu'un qui parle de films sur les médias sociaux, mais j'ai pas les compétences pour dire que je suis un critique de film. Sinon, tout le monde pourrait en être un, puis faire des vidéos, puis dire le film était bon parce que je le trouve bon. C'est subjectif ce que tu dis dans le fond. Okay. Ah, c'est bon. Exactement. Mais au moins, j'ai des barèmes que je pense qui sont plus objectifs. Mais je peux pas dire, bottom line, je peux pas dire que je suis critique de film selon ce que je fais. Mais sur ce qui est écrit dans les médias traditionnels, c'est un background, des études, dans le cinéma, etc., ce que j'ai pas. Puis écrivent comme, pas nécessairement, moi je parle beaucoup de comment je me suis ressenti, comment que la salle s'est ressentie, qu'est-ce que les scènes m'ont fait penser à d'autres films. Okay. Mais quand tu vois une critique plus traditionnelle, c'est plus la théorie, les plans étaient serrés puis m'ont fait ressentir de l'angoisse parce que ce réalisateur-là a l'habitude, tu sais, il y a beaucoup de liens que le commun des mortels comprend pas. Puis on apprend à faire ça dans mes cours. Ça. Fait que, Lui, étudiant en cinéma. J'étudie en cinéma au cégep de Saint-Hyacinthe. Puis dans la première session, on avait un cours langage cinématographique. Fait que c'était pas mal ça qu'on apprenait à faire. Puis, Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les critiques sur les médias traditionnels sont plus des vraies critiques que celles qu'on voit sur les réseaux? Je le pense, mais ça implique le fait que les critiques en ligne sur les médias sociaux serait inférieur, ce que je pense pas. Ben c'est ça, mais c'est juste un autre aspect, puis c'est cool d'avoir la vision de quelqu'un qui s'y connaît dans le sens que toi t'écoutes beaucoup de films, puis tu compares, puis tu dis ton avis, puis ça donne des bonnes indications pour tout le monde. Fait que c'est ça, c'est une autre forme de critique dans le fond. Aussi pour le commun des mortels, je pense que c'est plus intéressant une personne qui parle de ce exactement ça. Il ressentit, puis je pense aussi plus proche de ça. C'est l'angle que ça que j'exploite. La critique traditionnelle à sa place chez une certaine clientèle, tout produit médiatique a sa place dans un sens, mais pour le studio maintenant, mettons qu'on va voir du côté du studio qui sort son gros film, qui va éviter en premier aujourd'hui? Les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu. J'allais à Mortal Kombat 2 il y a 2 semaines. C'est la séance qui était une semaine avant la vraie sortie du film, c'était créateur de contenu. Seulement. Il n'y avait pas de médias. Les médias, c'était une journée avant le film. Okay. C'est ça la plus grosse publicité. Hein, tu sais, honnêtement, quand je pèse sur... quand je mets ma vidéo en ligne, en dedans d'une demi-heure, j'ai déjà, mettons, mon 2000 vues. C'est fou, là. C'est fou. La critique du Devoir, mettons. J'ai rien contre le Devoir en passant. c'est ceux qui mettent en ligne, si on a 2000 vues pour une critique d'un film super attendu que tout le monde veut voir, c'est fou. Ça va être un hit pour eux autres. OK, wow. Fait que faut voir ça de même, tu sais. C'est pas pour les dénigrer, mais c'est plus ce que les gens consomment aujourd'hui. C'est absolument une réalité, puis ça, c'est partout. Puis comme tu dis, les gens vont plus s'identifier à la personne qui a été voir le film, qui raconte un peu comment il le file, puis tout. Moi, je pense que ça aurait même peut-être moins marché si t'étais trop technique, parce que c'est plus niche, puis genre, là, tu sais, comme c'est ça, tu le dis comme pour tout le monde, puis c'est vraiment plus populaire, fait que c'est super accessible, c'est vraiment nice. Ouais. En fait, au final, c'est de dire que les médias traditionnels, ils s'adaptent pas aux gens en général, puis les jeunes aussi, dans le fond, là, en général, oui, pardonnez-moi. Pardonnez-moi mon français. Parce que oui, ils pourraient en faire, sinon des critiques vidéo, mais c'est encore une fois, c'est une perspective de rentabilité pour eux. Le Devoir, je le prends parce que c'est arrivé avec eux récemment. Le Devoir en otage, toi, là. Mais il y avait un département vidéo, justement, qui faisait des reportages en ligne sur divers sujets, des fois des critiques de films, mais très rarement. Ils ont tout fermé ça. C'est pas rentable, ça prend trop de temps. Payer les gens, produire des vidéos qui font pas rentrer d'argent, même s'il y a de l'engagement. Donc, si leur vidéo est vue en moyenne 100 000 fois et qu'ils sont pas capables de rentabiliser ça, à quoi bon le produire? Fait qu'en plus de ça, ils ont pas la capacité nécessairement de se renouveler parce que ça fait pas rentrer d'argent. Puis pour un média
au Québec en 2026, chaque dollar compte. Fait que je comprends pourquoi ils ont fermé, mais ça implique le fait que ils peuvent pas être avant-gardistes, ils peuvent pas être au-dessus des trends, puis ultimement, ils peuvent pas s'adapter. C'est ça, ils rivalisent pas au final avec les réseaux, puis je pense pas que ça... Je pense que le déclin va juste continuer, là, honnêtement. On parle juste de publications en ligne, mais on regarde la TV, on regarde... Au Québec, tout est en déclin, malheureusement, pour des facteurs qui sont souvent économiques. Là. Ouais, mais en même temps, c'est normal, là, le monde change, là. Puis les médias sont pas capables de se tourner vers les réseaux sociaux. En plus, c'est qu'il y a des lois qui les empêchent aussi, là, c'est sur Facebook, Insta, là, notamment. Ouais. Ils ont pas le droit, les genre Radio-Canada, les médias canadiens, ils ont pas le droit de poster sur Insta puis Facebook. Depuis 2023. Pourquoi? Y a-t-il une... Parce que les GAFAM, qu'on va dire, ils veulent pas payer les médias pour publier sur leurs réseaux sociaux parce que dans un sens, c'est un peu un échange. Là. Quand tu publies un article, tu donnes du contenu à Facebook, Instagram, puis que eux, ils font de l'argent avec ton contenu, avec ton attention. OK, ouais. Fait qu'ils s'attendent à nos médias, dans un sens. Le gouvernement du Canada qui gère toute cette infrastructure-là s'attend à recevoir un retour, mais Facebook fait juste dire non parce qu'on parle ici juste de Meta. C'est juste Meta qui est restreint. Facebook, Instagram. Fait que les autres, ils veulent pas, fait qu'ils font juste bloquer. Parce qu'il y a un désaccord, puis ils sont en négociation depuis l'été 2023, puis encore aujourd'hui, ils ont juste pas... J'espère qu'à un moment donné, ça va se régler, ce problème. Parce que c'est une grosse source de revenus, le trafic par les réseaux sociaux. Et puis, quand ils publiaient leur article, t'avais beaucoup d'engagement, puis tu pouvais faire en sorte de créer un trafic par là, puis générer des revenus de publicité. J'ai une parenthèse à faire, les gars, j'ai pensé à ça, puis je me trouve très drôle. Qu'est-ce que tu penses de Régis Gorilla? Aussi, hein. On me tag beaucoup sur ses vidéos, puis vice-versa, les gens me taguent sur ses vidéos, mais je veux dire, c'est un style qui m'attire pas particulièrement. Ben, comme on disait tantôt, lui, il est plus technique. By the book, mettons. Il est plus technique, mais pas trop dans un certain point, mais lui, c'est très être tranché. C'est vraiment le type de genre, le genre de cinéphile gossant. Là, mais c'est build up un personnage. C'est un personnage. Assurément que c'est un personnage. Je le connais pas, mais je suis sûr que c'est un personnage. Puis, l'auditoire en France, c'est des gens qui sont plus susceptibles, comme on dit. Fait que quand tu vas chercher une certaine émotion, une certaine contradiction, c'est pour ça que ça pogne bien le même, tu vas chercher facilement une réaction de la part des spectateurs. Puis c'est ça sa boucle d'engagement, c'est de créer des réactions. Puis je suis sûr qu'il est honnête dans ce qu'il dit, le pire. Il a pas aimé un film, il l'a pas aimé. Ouais, mais il accentue ses propos un peu. Puis en fait, c'est un personnage, mais genre, il y a un fond de vrai là-dedans, mais il pousse tout ça pour se faire un petit personnage, puis c'est ça qui fait genre, avec quoi le film là, qui dit que c'est le type Interstellar, qui arrête pas de dire que c'est de la grosse dompe. Moi, c'est mon film préféré. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas quelqu'un quand quelqu'un me dit, ce film-là que t'as aimé est mauvais ou vice-versa, je suis comme, des hésites, je veux dire, nice, mais je vais pas essayer de te faire changer d'opinion puis vice-versa parce que on n'arrivera pas à un accord à la fin. Non, c'est sûr. C'est quoi ces arguments? Pourquoi ils trouvent pas bon? Je sais même pas, Big. En fait, tout ce que j'ai entendu sur Interstellar à part de sa bouche, c'est qu'il chie dessus, mais j'ai jamais, genre, compris pourquoi. Ouais, je sais même pas c'est quoi ces arguments. Pour lui, si t'as pas aimé le cuirassé Potemkin de la Révolution russe en 1924, t'es pas un vrai. Non, c'est ça. Toi, tu l'as-tu vu, Interstellar? Oui, je l'ai vu. Ok, non, je suis seul, inculte. Mais c'est ça, t'es pas un cinéphile, là. Laisse tomber l'affaire. Ouais, non, Nick, t'es pas... Puis en plus, l'affaire d'Interstellar, c'est que je pense qu'il a fait une vidéo de base pour dire qu'il aimait peut-être pas ça, mais ça a tellement sûrement fait rager les gens que là, c'est juste devenu une chaîne sans fin. C'est ça, il arrête pas. Puis tout le monde le connaît pour ne pas aimer Interstellar aussi, fait que c'est ça. C'est un personnage. Au final, la vraie question, c'est qui t'aime moins entre Régis puis Le Devoir? Fait quoi? Fait que tu vas dire non, c'est correct. Ouais. Puis niveau, là, tu t'en as parlé quand même déjà pas mal, là, le retard du Québec sur la création de contenu, là, c'est tant bad que ça, genre. Je veux dire, ça s'améliore quand même, là. Okay. Les streamers aujourd'hui qui rattrapent ce qui se fait en France ou aux États-Unis, dans un sens, avec, tu sais, les games de hockey pis tout. Moi, je trouve ça bien. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait comme, c'est pas du vrai hockey pis tout, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est de rassembler les gens autour des événements communs, qui est un événement 100% québécois. L'argent redonné à la fondation. Il y a personne qui peut être contre ça, là. Si vous êtes contre ça, je veux dire, je comprends pas. Ouais, non, c'est vraiment cool. Puis je prends cet exemple-là, mais il y a aussi beaucoup de streamers qui sont plus émergents que les gens ne connaissent pas nécessairement, qui vont aussi chercher des niches. Un peu comme moi, des trucs etc. plus précis, ouais.
Mais j'ai l'impression qu'au Québec, ce qui fonctionne beaucoup, ça, c'est plus une question d'auditoire, c'est le contenu lifestyle. Oui, vraiment. Comme exemple, je vais pas nommer de nom, il y a un influenceur qui faisait uniquement du contenu de fitness, qui a complètement pivoté son contenu pour aller uniquement dans les reviews de food, de nourriture, presque complètement, parce que les reviews de nourriture, on va se le dire, ça pogne. Ça pogne, là. C'est comme un low-hanging fruit que j'appelle. Ouais. Politique, review de nourriture, immobilier, finance, c'est les 3 sujets que tu vas chercher facilement. Ouais. On va pas acheter des spectacles et plein d'autres, mais c'est les 3 sujets que je suis comme, OK, si tu fais une niche là-dedans, c'est sûr que tu as du succès, peu importe ta personnalité. Ouais. Puis, c'est quelque chose que je vois at large, comme faire les mères qui veulent voir le contenu d'une autre mère qui est plus comme extravertie, etc. Ouais. Ça, c'est des niches que les entreprises adorent parce que les gens, même si le contenu n'est pas nécessairement bon, ça montre une certaine réalité. Cette réalité-là, les gens se reconnaissent dedans, vont consommer le contenu, vont interagir avec. Fait que là, tu peux vendre des produits, mettons, pour enfants, etc., via ces mères-là. Puis tu peux vendre de la nourriture via les influenceurs qui ont plus lifestyle parce que faire des reviews de nourriture, c'est très, très, très... ça a retour sur investissement très grand parce que tout le monde consomme de la nourriture dans un sens. Ben forcément, là, ouais. Shout-out Oli Primo. Était trop facile à faire. Hein. Les reviews de Poutine. Mais c'est vrai que le lifestyle en ce moment, là, surtout avec les streams de Lewis puis de Shine, là, que genre, ils streament leur vie. Là, c'est du 100% du lifestyle, puis c'est ça que les gens au Québec aiment consommer, puis on peut pas faire grand-chose. Je veux dire, je peux pas dire aux gens, vous devrez pas consommer ça. Mais non, ils peuvent consommer ce qu'ils veulent, mais pour les entreprises, on va donner plus de contrats à ces gens-là, puis mon défi, puis le défi des gens qui sont dans des niches plus spécifiques, c'est de trouver un certain équilibre dans leur contenu, leur personnalité, puis les sujets qu'ils couvrent pour toucher le lifestyle, en touchant un peu de pop culture, pour aller chercher des contrats de ces gens-là. Pour se faire valoriser autant. Au final, chercher une certaine rentabilisation. C'est possible de le faire. On commence à le faire, à trouver de ces branches-là de niche. Puis moi, je commence à recevoir des contrats depuis peut-être, je veux dire, 1 an et demi déjà. Fait que... c'est à travailler, puis je pense pas... La façon que les agences marketing travaillent des fois au Québec aussi, c'est qu'ils regardent encore les abonnés comme en 2013. Puis les bonnes agences regardent le taux d'engagement, puis demandent le taux d'engagement. Fait que des fois, il y a des gens qui ont des collaborations qui les méritent pas nécessairement, puis leur contenu qui produit en publicité c'est basé sur est affreux. Puis le défi en publicité, c'est que ta vidéo ait pas l'air d'une pub. Fait que si tu commences par je n'ai pas les dents blanches, donc j'ai trouvé Cress dents blanches pour blanchir mes dents. Ça a l'air d'une grosse pub, puis les gens swipe, puis t'as pas de retour sur investissement de l'entreprise, mais t'as pris quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Fait qu'au final, c'est pas la bonne affaire. Exactement. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est depuis peut-être la pandémie qu'on rattrape peu à peu le retard sur nos voisins français. Tu sais, Cocotte, elle a commencé à stream pendant la pandémie, elle a explosé, elle a fait genre le GP... la course de F4, genre, avec Squeezie pis tout ça. Fait que ça prouve... il y a elle puis Gurki, là, ils font des trucs à l'international. Gurki, il a fait avec genre Jacob. Jacob, McPlacarito, d'autres personnes aussi. Cocotte. Fait que ça montre qu'on a des gens quand même qui sont capables de se démarquer. Oui, certains. On a du potentiel, il faut juste plus l'exploiter. Ben exactement ça. Je pense que ça va venir, là. On rattrape la marche. Ouais, mais c'est en style. Je prends un gros step back. Quand je t'ai parlé de Mortal Kombat, on a beaucoup divagué depuis. Ouais. Mais c'est ça, tu disais que c'était que des créateurs de contenu invités dans la salle pour l'avant-première. Ça fait-tu longtemps il y a des événements de même ou genre ça commence à se faire? Non, je pense que ça existe depuis avant TikTok, là, si on veut mettre quand même. Un time frame, là, mais souvent, ces événements-là, je dis que des créateurs de contenu. C'est qu'ils invitent des créateurs de contenu puis ils les invitent à faire un concours. Mettons, je fais tirer 20 paires de billets sur ma page Facebook. Fait que, au final, la salle va être pleine de créateurs de contenu, en minorité, mais beaucoup de gens du public qui ont gagné des billets parce que pour eux, cette représentation-là, c'est un bouche à oreille pour ensuite que les gens veulent leur parler, les créateurs de contenu. Ensuite, ils vont faire des vidéos, puis les gens vont juste en parler dans leur entourage, puis ils vont créer un genre de hype organique autour du film. Fait que pour eux, on appelle ça des séances promotionnelles, dans les termes exacts. Ça existe depuis toujours, les séances promotionnelles, mais depuis peu, ils mettent des créateurs de contenu dedans parce qu'ils savent qu'au niveau du reach, ça les avantage. Même pas des publicités, quand ils t'envoient le courriel très important, on t'invite à ce film-là. Ils te disent pas,
fais une critique, parce que là, ça impliquerait une certaine redevance. Oui, mais en même temps, encore là, c'est implicite. Je vois qu'il y a certaines compagnies qui payent des créateurs de contenu pour faire des critiques, mais ça se fait pas. Tu peux pas payer des gens pour faire une critique. Parce que ça implique forcément un avis biaisé. C'est ça, OK, on te paye. C'est quoi ta critique? Ben, c'était mauvais. Ils vont pas gaspiller leur argent. C'est sûr que c'est quand tu vois sponsorisé en quelque part ou l'hashtag pub dans une critique, tu swipes. Ça n'a aucun sens que les gens acceptent ça en tant que créateur de contenu. Tu peux pas accepter d'être payé pour critiquer un film. Ça se fait pas. C'est comme... Tu peux pas critiquer un film. C'est sûr que tu vas dire qu'il est bon. Ben, c'est pas une critique. En fait, c'est de l'hypocrisie, complètement. C'est vraiment... Exactement. Par contre, est-ce que genre tu reçois une certaine pression à rester quand même positif par rapport au film ou quoi que ce soit que tu critiques pour genre avoir des œuvres pis tout quand même, non? Non, pas du tout. Là, ça implique... ça fait rien au final que tu sois... Des fois, je t'invitais à des films. Mettons Wuthering Heights, là, j'avais été invité à ça au début de l'année. C'était... De quoi? Les Hauts de Hurlevent. Les Hauts de Hurlevent en français. Grosse... C'était un livre comme super populaire de la littérature anglophone. OK. Puis c'était pas bon. Puis ils m'ont invité. J'ai dit que c'était pas bon. J'ai tagué l'agent, j'ai tagué Warner Brothers, j'ai tagué Wuthering Heights. Puis 2.5 sur 5, c'est bien plate. Puis ils m'ont invité au prochain qui était bien bon. Puis ainsi de suite. La roue tourne. Okay, Encore une fois, tu sais, c'est ton avis. Fait que c'est ça, c'est honnête. Je fais pas ça pour nuire à personne. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. T'en parles, fait que dans tous les cas, ça fait un peu de la pub pour eux aussi. Là, exactement, il faut voir ça comme ça. Là. C'est un commentaire qui revient souvent. Ouais, mais t'as été invité à l'avant-première à la projection spéciale, donc c'est sûr que tu vas être positif. Fait que tu peux jamais gagner en étant créateur de contenu dans ce créneau-là. Quand t'es positif, t'as été payé. Quand t'es négatif, t'aimes aucun film. Ouais, c'est ça. Puis genre, au final, t'es comme, tu prends ton trou, là. T'as juste à faire ce que t'as à faire, puis ignorer les commentaires. Exactement. Aïe, aïe, aïe. C'est que les gens sont gossants, même, ces réseaux. Fait que... C'est quand même eux qui nous regardent, là. Oui, non, je m'excuse, en fait. Fait que, ouais, non, j'ai fait le tour pour cette première partie-là du podcast, les boys. Vous connaissez la routine. Ça va partir à la pause. Segment La Fringale. On place ça, puis on vous revient avec ça. Bon, tout le monde, on est de retour de la pause. On est maintenant rendu au segment La Fringale. Donc, on va te laisser déguster la belle poutine de La Fringale. Et pendant ce temps-là, on n'oublie pas 10% de rabais avec le code 204 et une carte étudiante comme preuve à la cantine de Saint-Hyacinthe. 5310 Boulevard Laurier-Ouest à Saint-Hyacinthe. Exactement. En succursale, exactement. À Saint-Hyacinthe seulement. OK, Eric, on t'invite à goûter ça. Let's go. C'est légendaire, c'est pas... On est en pleine après-midi, fait que toi, dis tout le temps, si t'as fini pas, il n'y a aucun stress. C'est Joël, une check, là. Ouais. C'est la meilleure poutine en Montérégie. Ouais. C'est gars, vous. Y a-t-il une saveur ou comme c'est une poutine classique? Ben classique. On a des sortes en succursale, là, mais... Genre Chichtaouk? Oui. Il voulait rajouter son petit grain. J'espère qu'il est assez chaud. Ça va l'allure. Ah ouais, hein? C'est de la bonne? La sauce est magique. Très bonne. Ouais, très bonne. Ouais. La sauce particulièrement. C'est ça, ouais. C'est vraiment le highlight. C'est le point Le fromage fait squick. Ouais. Ça, c'est un bon pont. Ça, c'est comme... J'ai dit c'est un bon pont au lieu de dire c'est un bon point. Je profite pour rappeler également... Dans le fond, toi, par avoir de micro... Attends, moi, j'espère que j'ai pas dit... T'as pas dit de... Non, t'as pas dit grand-chose. Je profite pour dire un gros merci à la Clique Sociale de nous prêter ce magnifique studio-là que vous voyez. Les micros qu'on n'utilise pas. Exactement. L'agence de marketing par excellence pour faire grossir votre entreprise à travers l'entremise. Pourquoi tu prends pas ton micro, Big? Ah, je vais recommencer ce segment-là. Dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est la Clique Sociale, c'est l'agence de marketing par excellence pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être plus présent sur les réseaux sociaux, c'est l'agence pour vous. C'était tellement chier à travers l'entremise. Gros, la chaleur m'est montée à la tête. En plus, checker leur beau studio qui nous prête. Il est magnifique. Il a la place, les boys. Je vais pouvoir sortir. La roue. Yes. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Tu veux-tu la finir? Non, j'ai zéro faim. Je suis juste là pour... Ben là, c'est ça. On sort des poutines à 3h de l'après-midi à nos invités. Fait que... Vas-y. Toi, dans le fond, Nico, t'es pas gêné? Oui, dans le fond. Moi, je connais pas les films, mais par contre, je connais bien les poutines. Les poutines, ils ont l'air de bien te connaître aussi. Ouais. Fait qu'Éric, on t'invite à tourner la roue. Connaître ton fameux destin. Rendu à ça? Ton fameux destin. Là, ouais, tu peux tenter ça. C'est le moment où on est tous comme ça, là. Dis-nous ça, Carlos. On voit quasiment pas que la roue est déséquilibrée.
Ouais, ça paraît quasiment pas. Oh my god. Décide. Oh mon Dieu. yeah. Le vieux jeu pourri, man. Bon jeu. Les gars, j'espère que vous avez ramené un dé. Non, mais ça va être sur mon sel encore. C'est qu'on est DBS. Fait que je t'explique le jeu. Vas-y. Tu vas tourner 2 dés. Le premier, ça va être le nombre d'anecdotes que tu vas raconter. Puis le deuxième, c'est le nombre de mots que tu as pour raconter les anecdotes. Fait que si tu pognes 1, c'est un mot, 2 mots. Puis si tu pognes 6, c'est le nombre de mots que tu veux. Okay? Okay. C'est un jeu qui a été inventé entre 2 podcasts, tu comprends? Puis dans le fond, nous, on a le droit sur le nombre d'anecdotes, on a le droit de te demander une anecdote que tu peux Raconter en détail. raconter en détail. OK. Sors le dé. Je te sors le dé. D'ailleurs, Théo, je t'enverrai l'enregistrement d'écran de la dernière fois aussi. Oui. D. Le plus tôt possible, si possible. Faudrait que j'écrive D. En plus, je pense, les gars, dans le fond, quand je compte ça, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 questions d'anecdotes. Fait que s'il y a de quoi, si ça tombe sur 6, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire, dans le fond. Quoi, on a juste 5? Ouais. On avait vraiment plus? Non, pas pour celle-là. Bref, trop ça, là. Pendant ce temps-là, je peux raconter une joke. Pas sûr que ça va être concluant, mais vas-y. Vas-y, Ok. je te laisse... j'ai pas besoin. Lancer. T'as parti ton rec d'écran. 3. OK. Puis rebrasse pour Parfait. 4. Fait que là, t'as 4 mots Pour... pour les anecdotes. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va te Faut que tu trouves poser... les bons mots. Ben, dans le fond, les gars, on va tous pouvoir en choisir une. Je tiens à dire que c'est la première fois qu'on tombe pas sur 6 et le deuxième, C'est vrai. On va voir si le jeu On va- marche. Tu testes notre jeu live parce que Ouais. c'est ça. Fait que moi j'ai envie de partir avec raconte-nous une anecdote de voyage. Fait que là t'as 4 mots pour répondre, puis nous autres à la fin sur les 3 on choisira laquelle qu'on veut connaître plus en Ouais. détail. Good. Bon, je peux raconter ma blague en attendant. Le temps on va te laisser le temps de réfléchir, choisis ta question, tu comprendras qu'il y en a une qui est barrée, on la prend pas. Ok, c'est Le gars, il va nous sortir pète puis répète sans monter en bateau. Mais c'est une excellente joke. En plus ça peut rouler. Ben, j'en ai une. Deux? Euh, Ah, c'est bon? J'ai combien de mots? 4. Cinéma de luxe, Floride. OK, j'ai vu le OK ouais. Ah ça je suis dans qu'on en parle plus. OK, vas-y Nico. Ok. T'as-tu une anecdote de la chose... Excuse-moi. La sauce. La Gollum. plus bizarre ou improbable qui t'est arrivée? Pète et répète, ça va en bateau. Pète ton malo, c'est qui reste? Pète. J'en ai une. OK, vas-y. Guzzo, mise en demeure. Wow, OK. Attends, c'est quoi le premier mot? Guzzo, c'est genre une franchise de cinéma, dans le fond. Là. Ok, what the fuck, wow, Mais, ok. OK. Ah, même ça me dit quelque chose, mais... OK, je peux-tu raconter ma joke, là, pour de vrai? Non? Vas-y. Ok. Raconte le moment, l'anecdote du moment le plus stressant de ta vie. T'as 9 patates, Il l'a, c'est bon. tu l'as? OK. Il va jamais sortir sa joke. C'est ça, le 4 mots, il est quand même... Télévision, réseau de l'information. OK, c'est 5 mots, si je peux me permettre. Mais on va faire. Il y a l'apostrophe. Non, On va c'est pas l'accepter, grave, on va je te- l'accepter. Combien d'anecdotes? 3. Ok. 3. Fait qu'on a les 3. Hey, en vrai, j'aime quand même ça parce que. Mais je pense. J'ai eu bien la mise en demeure. Ouais, moi, je veux la mise en Ouais, ouais, ça va ok, être ça, je pense que ça va être Ok, ça. ouais. Ok, ben, ah ouais, donc là-dessus. Cette anecdote-là, ça remonte au début, en fait, en 2023, quand... non, au début 2024, Ok. où ma chaîne commençait à lever. Ouais, Vraiment. le prime, un peu, tu nous disais, dans le fond. Ouais, c'est ok. vraiment là que ça a plus levé. Puis, il y a des gens qui m'envoyaient du contenu, que c'est des photos des cinémas Guzzo. Puis pour compter l'anecdote complètement, il faut comprendre que les cinémas Guzzo, vers la fin de leur vie, c'était des cinémas qui étaient peu entretenus. Ok. Ah, ça n'existe plus, les cinémas. Il en reste un aujourd'hui, Ok. mais il y avait peut-être, je peux me tromper, mais 5 complexes dans la région du Grand Montréal. Ok, là, ok. Ouais, puis à je me souviens l'époque. qu'il y en a un qui avait été démoli, ouais. Puis, des gens m'envoyaient des photos comme de choses absolument terribles. Là. Les cinémas, là, c'était un peu comme... C'était délabré. C'était vraiment délabré, les arcades marchaient plus, c'était Ok. pas lavé. Il y avait comme des trous au plafond dans certaines salles. C'est des affaires comme ça qui sont assez inusitées pour un cinéma quand même. Là. Mhm. Fait que là, j'ai décidé de faire une vidéo qui un peu dénonçait ça, mais je me suis pas pris de la bonne façon. Là. J'ai commencé ma vidéo avec
c'est les cinémas les plus dégueulasses du Québec. Ah ouais. Straight up, genre. Ouais. Certains peuvent dire que c'était vrai, certains peuvent dire que c'était faux, mais c'est comme ça que j'ai commencé ma vidéo. Okay, ouais. Puis c'était un peu... Là, le chauve du devoir, là, il a écrit un article là-dessus, là, ça c'est certain. Là. Puis là, j'ai pas vraiment d'expérience avec comme la viralité, puis etc. Okay, ouais. À ce moment-là. C'était un peu du Ouais, c'était très sensationnel dans mon traitement. Ouais. C'était comme une vidéo très simple, moi, avec l'effet green screen de TikTok, qui parlait à travers les images qu'on m'avait envoyées, puis les images parlaient d'elles-mêmes aussi. Là, il y avait un grand fond de vérité dans ce que je disais. Tu fait dans le fond, c'était genre des images des cinémas qui t'avaient envoyé. Ouais, c'est ça. Mais tes propos, ils étaient vrais dans le fond, au final. Les propos, on peut juger qu'ils étaient vrais. Mettons, selon... Peut-être un petit peu rough, genre. Mais c'était dit de façon rough. C'était cru, ouais, c'est ça. Puis, fait que j'ai mis cette vidéo-là en ligne, tu sais, le soir, 4 heures. Comme d'habitude, puis je m'attendais à rien de cette vidéo-là. Je pensais qu'elle allait rester underground. 2000 vues, puis on n'en parle plus. Fait que je fais mes affaires, je vais courir, je mange. J'ouvre mon téléphone, il y avait comme 20 000 vues. J'ai quelque chose, là. J'ai vraiment quelque chose. Puis dans les commentaires, malheureusement, tout le monde était d'accord. Hey, c'est vrai que les cinémas Guzzo, ça n'a pas d'allure. Je vais plus là. Les gens, c'est rare qu'un sujet qui t'arrive à une unanimité avec le public. À ce point-là. À ce point-là. Fait que, tu sais, il y avait un fond de vérité dans ce que je disais. Fait que là, je laissais ça aller. Moi, j'étais comme, c'est pas, je veux dire, c'est cool qu'une vidéo fonctionne, même si c'était pas un sujet qui était le fun, tu sais. Puis là, je commence, des gens m'envoient un lien, puis tout. Il y a comme petit gamin qui fait comme un article avec ma vidéo, comme qui reprend de façon texte. C'est comme un blog qui reprend des anecdotes et des vidéos sur les réseaux sociaux pour comme créer du trafic sur son site. Le sac de chips reprend fait exactement la même chose. Puis ça prend une certaine proportion à ce moment-là parce que la viralité commence à se transférer vers des médias plus traditionnels. Ouais. C'est là vraiment que quand ça se transfère vers un média traditionnel, ça veut dire que la viralité est plutôt extrême dans un sens. Ouais. Fait que là, je me couche, il y a 24 heures qui passent. Tout va bien encore. Puis là, dans la nuit, à 36 heures, mettons, j'ai posté la vidéo, je vois qu'il y a comme le compte de Vincent Guzzo qui a commencé à me suivre sur TikTok. Là, je suis comme, c'est-tu vraiment lui? Ça sent la dose, ouais. Ça sent le compte, et c'était comme lui là, qui dansait, c'est sa famille. Pis tout, okay. Es-tu quand même jeune ou... Non, c'est une soixantaine d'années. Guzzo, là. Je connais pas personnellement, là, autrement que je vois dans les médias de temps en temps. Puis j'ai pogné 2 minutes, puis j'ai fait OK, je suis peut-être proche. Tu sais, j'ai checké c'était quoi une mise en demeure. Là, il y a dû avoir trop la rage quand il voyait les commentaires sur la vidéo. Tout le monde était peut-être au courant aussi. Ouais. Puis j'ai pogné 2 minutes, j'ai fait OK. Je pense pas que ça vaut la peine de sacrifier peut-être ma sécurité financière, mettons, on peut dire ça comme ça, pour des dizaines de mille de vues, tu sais. Fait que j'ai mis les vidéos, supprimé les vidéos partout. Okay. J'ai vraiment eu peur, j'ai comme attendu, tu sais, comme le délai, comme il est vraiment long là, pour mettre une mise en demeure. Mais finalement, j'ai peut-être vu ça plus gros que c'était, mais j'en ai retenu une bonne leçon là-dedans, que des fois, toute vérité est pas nécessairement bonne à dire. Même si après ça, on sait les cinémas. Il y a un article qui est sorti la semaine d'après sur le manque qu'il n'arrivait pas à payer ses loyers, tu sais, un peu partout à travers les 5 cinémas. Fait qu'au final, aujourd'hui, il reste un cinéma à Terrebonne, puis le reste est fermé. Il a fait faillite, malheureusement. Ouais. Mais c'est eux qui en ont démoli un, ça, ou c'est un... Là, ils ont vendu les immeubles, puis après ça, ils peuvent... L'acheteur démoli pour... je pense que c'est celui à... je sais pas, il y a nos montagnes dedans, là. Deux montagnes, c'est ça. L'acheteur a démoli pour conduire, pour mettre un immeuble à condo. Mais qui est trop fier, là. C'est le premier truc qu'il réussit à sortir depuis le début de l'épisode. Puis en plus, avant de faire ça, t'avais pas vraiment réfléchi, j'imagine. Non, je trouvais que le sujet était bon, il rejoignait ce que, tu sais, mon contenu dans le sens, ça parle de cinéma, mais tu sais, c'est juste que le traitement, ça pourrait plus être dit d'une autre façon, plus smooth, là. C'est pas cru direct de même en partant. C'est ça, on dirait que je voulais vraiment le hype, comme faire des vues, puis aujourd'hui, c'est plus vraiment... C'est plus le mindset que t'as. C'est plus vraiment le mindset que j'ai, parce que ça vaut pas la peine de mettre ta réputation on the line pour
des vues aussi gros c'est aussi gros que ce soit, aussi le nombre d'abonnés que ça attire. J'aime mieux être fier de mon contenu, même si ça fonctionne pas. Mettons que c'est un flop. Personne va se rappeler d'un flop. Ouais. À part moi. Mais c'est ça, ouais. on continue, puis j'aime ça créer du contenu que maintenant que je suis plus fier, puis qui crée pas nécessairement de drama. Là. Yes. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai low-key aimé ça, ce jeu-là, finalement. C'était quand même pas mal. C'était le fun, hein. Première fois. Bon, là, il faudrait juste qu'on s'amène un dé éventuellement. Là, mais bon. Parce que là, on a l'air cave avec le téléphone à chaque fois. En vrai, avec le téléphone, c'est quand même bien, puisque la caméra va pas C'est sûr, mais ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Hot take. Hot take. On est rendu là avant la deuxième partie du podcast. Fait qu'on va te laisser la parole, puis on est prêt à débattre là-dessus comme d'habitude. Pause, c'est tout ça le segment Patreon? C'est pas ça le segment Patreon. Non, Ça va être quoi déjà? C'est le dernier segment, c'est sur avis personnel sur des franchises. Oui, c'est vrai. Okay. Êtes-vous prêt pour le hot take? Yes. On part là-dessus, ouais. OK. Fait que mon hot take, c'est que d'écouter des films chez soi, sur votre téléviseur, sur ton téléviseur, c'est la pire façon d'écouter un film aujourd'hui. Oh ouais. Okay. C'est un hot take, en effet. C'est un très gros hot take. Okay. Je pense que, je veux dire, les cinémas ont tellement d'équipements qui sont de meilleure qualité au niveau sonore, au niveau visuel, que de downgrader à ton téléviseur, même si c'est un Atmos, même si c'est une télévision 80 pouces, ça atteint jamais le prestige puis l'expérience d'écouter des films en public via tout l'équipement que le cinéma te procure. C'est sûr que on s'entend que c'est pas tous les cinémas qui sont équipés pareil. Quand je vais voir un film en Ultra AVX, IMAX ou Cineplex, même si quelqu'un me dit « Ouais, mais j'ai un téléviseur chez nous, c'est impossible ça va jamais de un IMAX, c'est une technologie unique, licenciée, qui est juste dans certains... IMAX, dans le fond, c'est c'est un format de... C'est un format de 70 mm, genre, c'est un format est plus sur la hauteur que la longueur. Fait que t'as l'impression d'être englobé par l'écran quand tu te mets dans le milieu de la salle. L'image est beaucoup plus grande. C'est pas tourné de la même manière. C'est tourné... Ça dépend si c'est tourné juste en format IMAX, approuvé par IMAX, ou avec des caméras IMAX. Genre Christopher Nolan, le nouveau film qu'il va faire, l'Odyssée, c'est tourné uniquement avec des caméras IMAX. C'est le premier. C'est le premier, tourné uniquement avec des caméras IMAX. Fait que la seule façon de l'écouter, c'est en IMAX? Non, tu peux l'écouter, mais tu perds le film est fait pour ça. Ouais, c'est ça. Christopher Nolan, lui, il dit que c'est pas le même film là, quand tu l'écoutes pas en IMAX. Puis il a travaillé, là, je sors des fun facts de même, là, excusez, je sors tout ce que j'ai. Le gars, il est passionné, là, tu lui poses des questions, ça fait 5 minutes, il parle. Il a travaillé avec la compagnie de IMAX pour faire des caméras 30% moins puissantes, 30% moins bruyantes, parce que ça fait fucking de bruit, puis tu peux pas tourner avec ça, parce que ça fait super de bruit, puis dans les dialogues, en tout cas, ça marche pas. Parce que c'est super performant, puis c'est la machine dedans, elle roule fort, j'imagine. Là, mes compétences s'arrêtent là. Vas-y. Mais mettons, ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, à vérifier, mais je pense que j'avais entendu que la pellicule de l'Odyssée faisait la longueur du Colorado. Quoi? Ouais. C'est énorme, gros, en tout cas. Je sais pas si c'est vrai, mais faut à revérifier. En tout cas, voilà. Fermeture, la grosse parenthèse, dans le fond. Ouais, c'est ça. Pour revenir à la take. Fait que, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va jamais topper l'expérience du cinéma de le regarder chez vous. Fait que c'est sûr que t'as raison que c'est pas la meilleure façon, mais en même temps, genre aller aussi, genre je sais pas là, être dans le confort chez vous quand même. Ben moi je vais te dire, ce que je pense c'est que oui, le cinéma c'est la meilleure expérience. Puis pour les nouveaux films, je suis d'accord avec toi que ceux qui sortent au cinéma, c'est la meilleure manière d'apprécier le film un maximum. Tout à fait. Mais à regarder chez soi, tout seul aussi, mettons, des vieux films que tu veux apprécier, c'est complètement, mettons, tu peux complètement aussi apprécier le film, puis je pense pas que ce soit, je pense que les deux, c'est juste à des niveaux différents, mettons, pour les films dans l'actualité en ce moment. Je pense que c'est bien d'aller les voir au cinéma. Ouais, forcément. Mais j'ai une grosse difficulté de concentration aussi des fois. Fait que tu sais, ça va arriver là, que je vais prendre une pause dans mon film et ça, je suis pas capable. aller à la salle de bain, me faire de quoi manger, quoi que ce soit. Fait que tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent mais là tu pars un film, faut que tu sois concentré dessus du début à la fin. Moi je suis dans cette école-là aussi. Ouais, moi je suis de misère. Je suis pas d'accord avec ça. Tu sais que des fois j'écoute des films, je les commence. Puis j'y reprends genre 2-3 jours après. Ça, moi, je peux pas. Je ne peux pas. Si j'ai à faire ça, je vais recommencer le film pour le voir. Mais dans la même soirée, de prendre une pause dans le film, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de mal à ça. Il y a même... Je peux pas me prononcer sur si c'est mieux au cinéma ou pas, parce que moi, quand j'écoute des films, c'est sur mon cell. Fait que... Non, ça... Expérience ultime comme Denis Villeneuve le veut, ça là. Toi, t'es un autre level en dessous, par exemple.
Quand je lui dis que j'écoute pas de films, c'est que, en tout cas. En même temps, avoir vu Le Roi Lion en 6e année, c'est bad, là. Non, c'est pas en 6e année, en secondaire 3. En secondaire 3? Ouais, oui, c'est vrai. Tu comprends, c'est pas le plus gros fan, là, mettons, là. Non, mais, en fait, genre, je trouve que le film, c'est tellement quelque chose que t'apprécies de A à Z. Puis pour moi, il y a même, mettons, des films que ma mère elle voulait que j'écoute avec elle, mais que moi, je m'écoutais comme réservé. Puis des fois, il y a des films que je veux pas écouter avec personne d'autre pour être tout seul dans ma bulle, le faire de A à Z, la bonne ambiance, puis me concentrer vraiment dans mon film. Parce que ma mère, des fois, elle fait pause avec des affaires. Moi, je peux. Il y a des films que je veux apprécier de A à Z comme ça. Je te comprends. Moi, c'est la même affaire avec les games de hockey, là. Mon père, il genre recule donc pour voir le but. Je suis comme, Tu peux pas tu reculer recules pas, là. Oublie ça, live, là. c'est assez impossible. Oublie ça, là. Ouais. Mais t'écoutes quand même des films, genre, chez vous, j'imagine que Oui, tout à fait. Je veux dire, il y a des films qui, selon moi, valent pas nécessairement la peine de voir au cinéma comme un film. Genre Michael. Comédie. Non, tu sais, le son était bon, il y a certaines expériences, mais une comédie romantique, souvent, Ok, ouais. skip au cinéma parce que, je veux dire, il y a pas de plus-value au niveau sonore, visuel, au moins avec un public pour le voir parce que... Mais mettons l'Odyssée ou Dune L'Odyssée, 3. ça, faut que t'ailles le voir. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Si tu passes à côté de le voir au cinéma, je veux dire, c'est un peu... Il y a moi, je pense qu'il y a deux aspects de ce que ça apporte de plus au cinéma, c'est la qualité, que ce soit audio ou visuel. Ouais. Puis aussi, mettons, pour Avenger Doomsday, là, le fan service, ouais, c'est ça. Le fait de le voir avec des gens qui trippent autant comme toi, là, ça, c'est vraiment malade. Là. Tu sais, quand on est allé voir Deadpool, ouais, malade. La meilleure expérience que j'ai, moi, c'est sûr que tu vas avoir la ref, c'est No Way Home en 2021. Oh oui. Parce que personne savait s'il allait vraiment avoir les deux autres Spider-Man. Fait que, non, je l'ai vu dans les pires conditions possibles. Ah ouais? Je l'ai vu pour la première fois sur à l'école, sur un TNI à l'école. Assis sur une chaise de marde avec des gens qui ont toutes pas la ref dans mes classes. Là. Mais non, ça c'est pas fou. J'étais le seul à être devant. What? Toutes les autres étaient genre. Ça avait quand même leaké pas mal. Fait que même si tu voyais pas le Day One, c'est un peu compliqué d'éviter tout ça. Ouais, mais moi j'étais à l'avant-première de celui-là. Non, mais juste avant que ça ferme les cinémas ferment, genre 2 jours après. Vrai, moi j'avais pas vu l'apparition de Daredevil là parce que tu fais un caméo. Quand j'ai vu ça, j'étais genre damn, trop cool. Ah non, c'est stylé quand même. Ouais. Mais pour revenir peut-être au genre de film qu'on doit absolument voir au cinéma, c'est les films d'horreur. Puis comme on s'en revient un peu à ce qu'on dit pour No Way Home. La foule, mais aussi quand tu regardes un film d'horreur avec tes amis chez vous, c'est mort. C'est sûr que ça sera pas bon parce que tes amis vont essayer de faire des jokes, vont essayer de rire jaune pour un peu se déstresser. Puis c'est souvent ça qu'on voit en salle aussi. Des gens essaient de rire des trucs qui sont épeurants, mais c'est pas supposé de faire rire. Fait que c'est jamais que gâche l'ambiance pour les autres. Ça tue l'ambiance. Quand quelqu'un dit ça fait pas peur, c'est tel film d'horreur qui est comme, mettons, Hereditary, qui est comme un des films qui fait le plus peur dans les 10 dernières années. Ben, tu l'écoutais comment? Tu l'écoutais chez vous, sur Netflix, avec 3-4 de tes chums. Assurément que ça va être mauvais, là, si tout le monde parlait en même temps, puis etc. Mais pour moi, si je veux écouter un film d'horreur, puis genre, me chier dessus, c'est dans mon sous-sol, les lumières fermées, puis genre, tout ça. Avec un casque, là. Ouais, non, le casque, c'est la touche de trop, peut-être, là, mais ouais. Parce que c'est comme, il faut toujours que tu ailles l'attentif, parce que si t'as un monstre qui s'en vient derrière toi. Exactement, c'est ça. Mais je sais que quand on a été voir Smile 1 puis 2 au cinéma, la salle était sa coche. Le monde, toutes les jumpscares, genre, ils chiaient dessus. Puis, ouais, non, c'était malade. D'horreur. Ouais, fait que. Les films d'horreur, je les écoutais avec toi quand j'étais jeune. L'Exorciste, on l'écoutait ensemble. Si je me rappelle, c'était traumatisé. Ouais, mais. Quand on descend les marches, what the fuck? Ah ouais, non, c'est quelque chose. C'est la pire scène. Je suis pas dans le biais dans les films d'horreur. Dans les films en général, en fait. Non, mais les films d'horreur, parce que moi, c'était fucking drôle, puisqu'on écoutait, genre, mettons, il y a lui, sa sœur, puis moi, genre, on écoutait des films. Ma mère, ouais. Moi, je me chiais dessus tout le temps, là. Puis genre, je criais comme un fou, en tout cas, c'était vraiment drôle. En même temps, l'Exorciste, là, c'est... Mais ce qu'on a découvert, c'est que tous les films d'horreur... Quand il y a des démons... Il y avait des démons, puis quand il y a des démons, ils se vomissent dans la bouche, genre... Pour posséder l'autre. Ouais. C'est un bon classique des films d'horreur. Il y a de possession, là. C'est ça. Ils se répètent tout. Ouais. En tout cas, j'ai bien aimé ta take. T'as-tu un bon setup chez vous pour écouter les films? Ben, j'ai une TV 55 pouces, puis j'ai une barre de son Atmos. J'écoute plus avec des écouteurs là, pour avoir comme la perspective surround. Moi, c'est sûr, je vais m'acheter des... Mais je suis pas un gros acheteur de... Surtout l'audio, là, j'ai l'impression que c'est plus comme des choses qui prennent de la place dans mon espace de vie. Avoir les gros... Pour les fois que j'écoute des films chez nous, parce que ça arrive pas nécessairement souvent non plus. Puis quand je les écoute en streaming,
souvent la qualité en streaming, même si t'en marqué en 4K, est beaucoup moins bonne, mettons, mettons, un 4K, un disque 4K que tu mets dans ton lecteur. Fait que, pour moi, ça vaut pas l'investissement. Il y a d'autres personnes qui écoutent que des films chez eux dans leur sous-sol, qui est bien anti-bruit, comme on dit, ça vaut la peine. Moi, mon rêve, là, mais ça, c'est un truc que je suis triste de plus avoir parce que chez mon daron, chez mon père, on avait vraiment un truc surround, là, genre, il y avait des speakers derrière, sur les côtés, là, puis vraiment, quand tu pars Star Wars, t'entends l'X-Wing, c'est vraiment cool, là. Genre, t'es vraiment dedans, puis quand je vais avoir de l'argent, moi, je vais aussi mettre peut-être genre des LED qui suivent la lumière de ce que t'écoutes derrière ta TV. Les gars, c'est des malades, là, quand même. Mais tu sais que le son, il y a juste chez Simon. Oui, c'est vrai, mais j'écoute pas. Un de nos amis qui a ça dans son sous-sol, là, ils ont, genre, dans tout son sous-sol, il y a du son qui est autour, genre, ouais, c'est des sales expériences, pareil, là, c'est sûr, mais rendu là, moi, je préfère aller au cinéma, là, fait que... Mais ta tête, elle m'a un peu dérangé, là. T'es venu critiquer ma façon de consommer les films, là, je l'ai pris personnellement. Ça sert à ça, notre take. C'est ça. Ah, c'est sûr. Mais non, c'était bon, c'est très bon. Bon, fait qu'on est là pour la deuxième partie du podcast, la gang. Pour cette deuxième partie-là, on va parler un peu plus d'enjeux liés à la culture populaire. Mm-hmm. On va peut-être plus angler ça sur le cinéma, parce que forcément, t'es beaucoup là-dessus, mais clairement que c'est des enjeux qui s'appliquent aussi genre à l'industrie de la musique ou des jeux vidéo. Fait que si vous avez d'autres exemples ou de points rajoutés par rapport à ça, n'hésitez pas. Puis c'est des débats qui ont pas forcément de lien entre eux, fait que je lance ça puis on part là-dessus. Yes. J'en ai passé un autre là avant qu'on start là. C'est pour toi pour ou contre la VF. Tu penses quoi de ça? La VF? Ouais. Ben, je suis un peu partagé dans un sens parce que je supporte beaucoup le fait d'avoir un doublage québécois. Propre à nous, ok. Un doublage québécois. Je trouve que c'est important qu'on ait le choix entre entendre la version originale ou si tu comprends pas l'anglais ou ça te tente pas d'écouter, de faire l'effort mental d'écouter un film en anglais, d'avoir le choix, d'avoir des voix au moins qui nous ressemblent. Fait que c'est plus plaisant puis c'est plus immersif, même si c'est pas la vraie voix si le film est en version originale anglophone. Fait que de ce point de vue-là, je suis pour. Mais du point de vue personnel, j'essaie 90% du temps d'écouter mes films en version originale. C'est pas toujours possible parce que j'habite à Québec. Puis à Québec, au cinéma, j'imagine c'est plus la VF. Hein, c'est plus la VF à Québec parce qu'il y en a plus un auditoire autour qui consomme des films en version doublée en français. Ouais. Mais quand c'est possible, les gros films, on les a tous en anglais. C'est plus les petits films comme plus indie, indépendants, comme on dit, à plus petit budget, qui assurément vont être moins vus qu'on a juste en français. Mais je suis team version originale quand le film a été fait dans la langue originale, évidemment. C'est pas autant de l'anglais que du français que de l'italien. C'est pas juste nécessairement les versions anglophones. On peut remettre les sous-titres en français. Mettons que t'écoutes de quoi qui est fait en japonais, t'écoutes dans le VO. Je vais écouter en VO pareil avec les sous-titres en français ou en anglais. Là. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est même pour ça, des fois, mettons, chaque fois, je me rappelle que, tu sais, je suis overhyped pour l'Odyssée de Christopher Nolan, mais à chaque fois, je me rappelle que je pourrais pas l'écouter en anglais, fait que ça me fait théoriquement, tu peux, là. Ben, je veux dire, à Longueuil, ça se fait, c'est à 30-40 minutes de la maison, là, fait que... ça se fait? Le bus, il y a toujours moyen. C'est vrai. Ben, toi, tu vas pas vouloir l'écouter en anglais, hein, si jamais. Ben, moi, ça me dérange pas. Moi, mon opinion là-dessus, c'est, je te l'ai dit, j'ai récemment commencé à les écouter en anglais. Moi, c'est à cause de la culture de l'instant, je m'en cache pas. J'entends Régis justement dire, écouter en français, c'est pas bien, nanana. Je suis pas d'accord avec lui. C'est pas bien, c'est juste que si t'es capable de faire l'effort puis de l'écouter, puis d'avoir des sous-titres, genre, tu sais, tu perds 50% du jeu de l'acteur. Exactement. Là, c'est le bon pourcentage, c'est 50% du jeu de l'acteur parce que tu as le non-verbal qui est très important. Mais les intonations de voix sont propres à la langue originale. Fait que si tu prends en français et essaie d'imiter, ça sera jamais 100% pareil. Non, ça dénigre pas forcément le doublage, c'est juste que c'est quasiment juste pas le même film en tant que tel parce que c'est pas les mêmes jeux puis c'est la même histoire, mais tu peux percevoir certains jeux d'une différente manière parce que si c'est interprété, oui, le doublage essaie d'être le plus fidèle possible au film, mais c'est pas toujours parfait, tu sais. Ben, je suis d'accord, oui puis non, là, tu sais, c'est quand même des professionnels qui font ça, ils essaient d'être le plus fidèle possible à l'œuvre, donc oui, ça sera pas pareil au final, mais pour moi, l'écart est pas à des années-lumière non plus. Puis moi, pourquoi j'ai commencé à les écouter en anglais, c'est pour m'améliorer en anglais, pour plus apprendre l'anglais. C'est même pas dans une perspective de plus respecter l'œuvre. Je pense que cet argument-là, moi, dans ma tête à moi, c'est ridicule. Là, mais genre,
Voilà. As-tu déjà vu un film, genre, en français, puis après ça, tu l'as vu en anglais, puis t'as mieux compris le film, genre, t'as trouvé que c'était encore plus... Ah ouais, voir la différence. Un des meilleurs exemples que j'ai, c'est le premier Deadpool. J'ai vu en français en premier à l'Apocatière parce que c'est là que j'allais au cégep. Puis l'Apocatière, ben, vous vous doutez qu'il n'y a pas vraiment de version originale anglaise qui passe là. J'ai vu en français puis j'ai trouvé le film mauvais. Deadpool 1, j'ai trouvé ça mauvais la première fois. Puis là, il y a plusieurs mois passent et je l'achète dans le temps qu'il y avait des super clubs Vidéotron. J'ai acheté le film en version usagée. J'ai écouté en anglais puis le film est incroyable. Littéralement, là, l'écart était gros comme ça parce que les références, les calls de Ryan Reynolds, qui joue Deadpool, sont vraiment supérieurs dans comment ils ont été écrits dans le script original parce que il y a des blagues qui sont même pas adaptables. Ouais, non, c'est un autre enjeu. Ça a été écrit pour l'anglais, pour la langue anglaise, puis il y a aussi beaucoup de films que, genre, mettons, mon meilleur exemple, c'est Inglourious Basterds. Il y a plusieurs langues là-dedans, puis il joue avec, mettons, il parle en français, dans le film qui est supposé être en anglais. Quand tu l'écoutes en français, c'est vraiment bizarre. Ça, je suis d'accord, c'est des films qui ont été conçus pour cette langue-là, ben si tu l'écoutes en anglais, c'est vraiment plus immersif, puis tu vas vraiment plus avoir la vraie expérience. Pour ces cas-là. Puis, mais t'as des genres de films que c'est pas tant important non plus là, pour aller dans l'inverse. Movie, mettons. Les films d'animation pour enfants, il y a pas vraiment de sous-texte dans dans le script, fait que tu peux l'écouter en français puis les gags vont être one for one. Fait que tu sais, si tu écoutes un Pixar en français, faut pas que tu te sentes mal non plus. Moi, j'ai une exception aussi, c'est les films que j'écoutais dans mon enfance, qui m'ont touché dans mon enfance, que j'écoutais en français. Parce que je connaissais pas l'anglais. Habitué. Mettons, je sais pas moi, les Star Wars, les Harry Potter, tout ça, je les écoute en français parce que je les ai découverts quand j'étais kid, puis ça me touche. Parce que c'est cette version-là que j'ai découvert. Ouais, c'est le même que t'es connu. Moi, Harry Potter, je les ai écoutés en la VO, là, genre England. Genre. Honnêtement, ça change tout, là. Ah ouais. Surtout Rogue, là. Snape, là, je pense. Ouais, Severus Snape. Ouais, lui, gros, honnêtement, ça change tout l'écoutant. Ouais, ça, c'est vrai, par contre. Sa voix, là. Son personnage est 100 fois meilleur en anglais. Ouais. Bon, ben, on a clos le premier débat, je crois. Yes. Des avis partagés. Non, mais je suis content de parler de ça parce que c'est important dans ce domaine-là. Clairement, oui. Puis en plus, le base, c'est qu'en préparant l'épisode, on n'y avait même pas pensé à mettre ça. Puis finalement, par après, tantôt, je sais pas si ça m'est venu à la tête, je me suis ajouté ça, je fais crime, ça va être bon, ça. En espérant que Régé, il passe là-dessus, là, comme ça, il va nous diss en France. Bref, le deuxième débat... Son film préféré, c'est Interstellar. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Le deuxième débat que je voulais amener, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup d'actualité. Il y a pas tant longtemps de ça, je sais que les secondaires 5, l'examen ministériel était sur l'utilisation de l'IA dans l'art. Puis les Oscars, ils ont récemment rajouté une règle dans les règles, dans le fond. Ils ont rajouté une règle comme quoi l'utilisation de l'IA est interdite. Fait que là, c'est officiel. Complètement. Parce que dans je savais pas. The Brutalist, l'IA générative. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que tu peux l'utiliser, c'est correct que tu peux l'utiliser, mettons, en outil au montage. Ouais, c'est ça. Ça, c'est chill. Mais mettons, dans The Brutalist, je pense qu'il y avait utilisé l'IA pour certaines traductions en VO. Je suis pas sûr, je suis pas sûr de la faire, mais il avait utilisé ça. Ouais, il avait changé les accents de. Ouais, c'est ça. Adrian Brody. OK. Ça, fait que là, ça pose la question de est-ce que ça aurait été légitime maintenant si, mettons, ça aurait été. Ouais. Vous pensez que c'est un outil ou une menace? On te laisse commencer. Dans un sens, je pense qu'il faut que ça reste un outil. Parce que quand on touche à la créativité, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est bien dilué. Le travail, dans un sens, ça vient entacher l'image de marque, littéralement. Puis que ça soit pour un film, que ce soit pour un restaurant, que ce soit pour une multinationale, que je vois sur les réseaux sociaux un post qui est généré complètement par l'intelligence artificielle, peu importe qui. Ouais. Ça fait cheap. Ouais, j'ai pas envie de visiter ton commerce, j'ai pas envie de consommer ton produit. Même, je veux dire, si t'es un restaurant qui génère ton menu par intelligence artificielle, au final, ta bouffe a l'air de quoi? Ouais. Je veux dire, ça veut dire que c'est peut-être pas tant hot finalement, si t'es pas capable de montrer tes vrais plats. C'est ça que je veux voir. Fait que tu montres de quoi qui est pas authentique, dans le fond que je vais pas consommer. Mais pour venir au film, malheureusement, ce qui va arriver de niveau productivité, c'est que de plus en plus, pour couper des coûts, pour accélérer le développement des films, on va en voir davantage.
Ouais. C'est ceux qui vont moins le cacher qui vont gagner. Mais je pense que 2-3 jours, James Cameron, pour produire Avatar 4 et 5, pour Avatar, ils ont tous fait plus qu'1 milliard, les films. Même 2 milliards le 1, 2 milliards le 2, 1,5 le troisième. C'est complètement fou. Puis le 1,5 est pas assez gros pour Disney. Ce qui arrive, c'est que ça coûtait trop cher. 1,5, c'est plus 2 qu'on visait encore. Fait qu'ils sont pas sûrs de faire le 4 et le 5. Okay. Mais pour faire le 4 et le 5, ils ont 1 an présentement pour trouver des solutions pour accélérer le post-prod surtout. C'est le post-prod qui cause problème. Puis couper les coûts du tiers. Puis c'est des films qui coûtent presque 500 millions à faire chaque. Fait qu'il n'a jamais prononcé le mot intelligence artificielle. Mais ça sous-entend que malheureusement ou heureusement, dépendamment du résultat final, qu'il va falloir qu'il aille dans ces eaux-là pour avoir un workflow qui est plus efficace. Fait que personnellement, j'utilise l'intelligence artificielle à chaque jour dans une perspective de productivité. Tu sais, je pense que ça peut aider à produire comme des textes, des scripts, des idées, de briser le syndrome de la page blanche. Mais dès que tu as un visuel, dès que tu as un morceau créatif qui est altéré par l'intelligence artificielle, c'est là que je trouve que la ligne est franchie puis que ça n'a pas sa place nécessairement dans un produit qu'on livre aux consommateurs, ça vient diluer automatiquement. Je suis pas mal d'accord. Moi, je pense que tant que ça n'entache rien dans le domaine concret de l'art puis de la création. Exact. C'est direct là que la limite a stress. Si ça entache pas là-dessus, c'est correct parce que tu sais, j'en ai beaucoup, j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps parce que surtout que j'étudie là-dedans puis que j'en parle avec mes profs aussi. Mais l'humanité évolue. Puis c'est une technologie qu'on est rendu là, puis ça va être un outil, fait que faut s'adapter, faut juste pas l'utiliser de la mauvaise manière. C'est sûr. Puis c'est facile d'utiliser de la mauvaise manière aussi. Clairement là. Tu sais, mettons quand on faisait nos devoirs à l'école, tu sais, au début tu l'utilises, t'es comme tu sais, ça va m'aider un peu, puis tout, pas trop long que ça fait le devoir à ta place là, au final là, fait que c'est des questions simples que t'as. Ben exact. C'est la résoudre d'intelligence artificielle. C'est la même chose partout. Au final, tu te formes pas toi-même, fait que tu te punis toi-même dans un sens. C'est vrai. Pour sauver du temps, faire des tâches qui sont pas le fun. Mais pour moi, la limite, c'est vraiment, genre, comme tu dis, tout ce qui est créatif, là, dans le sens que dès que c'est plus un outil, genre, pour t'aider à avancer, mais que ça fait soit visuel, soit dans la musique, ça fait tes paroles à ta place. Dans les jeux vidéo, ça design les mondes à ta place, toutes ces affaires-là. Je trouve que c'est absolument à bannir, là. Fait que, Parce que faut pas que ça prenne la place de l'art, puis l'art, faut que ça perdure parce que c'est... Non, puis aussi, une autre affaire, c'est que à travers l'art, les humains sont capables de s'exprimer, genre, de retranscrire leurs émotions, puis toute l'intelligence artificielle, elle va jamais faire ça. Fait que, Puis un autre problème aussi, c'est que on avait vu, vous connaissez les studios Ghibli? Oui. Bon, il y a eu une controverse avec ça. ChatGPT, justement, qui reproduisait des images. Mettons, tu t'envoyais une photo de toi puis tu demandais « fais-moi en version Ghibli », genre. Mais sauf que ça pose problème parce que c'est voler le travail de l'artiste quand même au final, sans aucune rémunération, tu comprends? Fait que c'est comme tous ces genres de petits débats-là que ça l'amène en plus qui posaient problème au bout de la ligne. Mais le monde ne se pose pas ces questions-là. Il veut juste une image d'eux en version Ghibli. Exactement ça. Mais ça s'est entraîné sur tous les films Ghibli. J'ai même vu les Alouettes de Montréal ont publié une page en Ghibli au complet. C'est comme... C'est parce que... c'est vraiment comme... pas professionnel. Non, c'est complètement... Tu sais, le monde l'utilise facilement parce que c'est accessible, c'est gratuit. Fait que dans les grosses entreprises aussi, c'est sûr que ça peut être charmeur si tu veux faire de l'argent. Je pense, je dis ça comme ça, mais je trouve que c'est l'outil préféré des gens qui n'ont aucune créativité qui veulent avoir... voler littéralement le travail des autres, puis c'est un low-hanging fruit. Là. Tu peux te faire, si tu veux des pages Facebook aujourd'hui qui font du contenu, puis c'est juste des images, des intelligences artificielles, puis c'est vraiment comme des gens qui utilisent de cette façon-là, tu peux deviner que c'est des gens malhonnêtes. C'est dans quel film qu'ils ont recréé le visage de Val Kilmer avec l'intelligence artificielle? C'est pas dans Top Gun, genre? Non. Je pense pas. Non, c'est genre un truc à la suite de Heat ou quelque chose de même? Ouais, non, je vois ce que tu veux. Je sais ce que tu parles, mais en tout cas, ça commence là à s'intégrer dans le cinéma. C'est juste, ça peut être épeurant, mais moi je pense que on va trouver un moyen que ça soit pas trop en fait. On va trouver un moyen de continuer à faire perdurer l'art. Le même texte que les jeunes secondaires 5. Ouais, c'est ça. On vient de faire. Je sais qu'il y avait un autre aspect que ça l'amenait aussi. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, c'est que
mettons, les intelligences artificielles, ils scannent genre des textes, genre des livres ou des scripts, whatever, pour s'entraîner à genre reconnaître l'information pis tout. Sauf que ces documents-là sont protégés par des droits d'auteur souvent. Fait que là, ce que les créateurs disent, c'est ah ouais, mais tu sais, ils enregistrent pas l'information, ils font juste se pratiquer dessus, mais en même temps, ils l'utilisent quand même, fait que ça peut être aussi problématique, genre. Fait que ça l'amène encore un autre aspect de plus au problème qui est déjà assez gros. C'est des débats. Ouais. Intelligence artificielle. Hein. Le gars, il va tomber en dépression. Je peux vous amener un autre débat, si vous voulez. Pour rester dans le cinéma, est-ce que le streaming est en train de tuer le cinéma traditionnel en salle, selon toi? Non, je pense que de plus en plus, le streaming descend, je veux dire, en termes d'importance. Puis, on le voit de plus en plus. Au fur et à mesure que les coûts montent, tu vois que le streaming est de plus en plus critiqué puis dévalorisé dans un sens. Avec les pubs, là, en plus. C'est ça. Sur Crave, c'est les pires. Mettons, il y a 10 ans, quand je me suis inscrit à Netflix, puis il y avait juste Netflix, 10$ par mois. En HD, tu pouvais écouter sur ton téléphone, sur ton téléviseur, sur ton ordi. C'était la meilleure affaire depuis le pain tranché, puis c'est normal. Je veux dire, t'avais Breaking Bad, ils avaient toutes les saisons, puis ça sortait comme ça, aussitôt qu'une nouvelle saison sortait, parce que c'était pas terminé à l'époque. Fait que ça venait révolutionner, puis là, les gens achetaient plus de films. Les gens allaient commençaient à moins aller au cinéma. C'est un trend je veux dire, qui est vraiment arrivé à partir de la pandémie, parce que les gens n'ont pas le choix de rester chez eux. Là, on a vu vraiment que le streaming, c'était, je veux dire, peut-être le futur. Puis certains studios sont positionnés à faire des streaming first release. Genre Dune aux États-Unis, HBO Max. Première journée en même temps qu'au cinéma. Ah ouais? Je savais même pas ça. Ça je veux dire, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui arrive quand tu donnes un produit moins cher puis tu donnes aussi une option plus chère? Les gens vont tout consommer la pas chère, tu sais. Puis ça, c'est aussi dans d'autres domaines comme les jeux vidéo, la musique, les films, tout le monde va consommer la version la moins chère possible, qui va en donner plus pour leur argent parce qu'on est tous intelligents. Fait il faisait moins des Warner Brothers qui a fait ça, moins d'argent, beaucoup de flops pendant 2020, 2021, 2022 à cause de ça. Mais là, les prix montent parce que pour produire plus de contenu, faut dépenser plus d'argent, les coûts augmentent, les coûts d'opération augmentent. Fait que Netflix a pas le choix de monter ses prix, Disney Plus a pas le choix de monter ses prix, name it. Tout le monde devient n'importe quoi, là, pour fait que là, ce qui coûtait 10$ en 2013, m'en coûte 25 aujourd'hui par mois. Il n'y a pas de forfait annuel. Au final, je commence à acheter mes films, moi, là. Et en plus, ça devient genre, sur Prime, mettons, là, il y a plein de sous-abonnements, par c'est vrai, on a déjà parlé tu peux louer des films, c'est tellement de la merde, là, genre. Puis, l'autre affaire, c'est que il y a 10 ans, Netflix avait pas mal un monopole. Tu sais, il y avait pas tant de plateformes. Maintenant, là, si tu veux vraiment avoir accès à tout, tu payes Netflix, tu payes Disney, tu payes Prime, tu payes Crave. T'es rendu à 100$ par mois pour avoir le catalogue. 100$ le câble comme à l'époque. C'est ça. Fait que c'est ça le problème, c'est que puis de base, le streaming a tué les trucs genre Vidéotron, mettons, ou les affaires de location de films. Tu sais, c'est ça qui a mené à la perte. Mais maintenant, le streaming s'est rendu comme trop partout les films, les séries. Fait que. Tu sais, puis ça nous ramène à la thématique du Québec. On a bien de la misère à s'adapter à ce modèle-là au niveau de nos productions parce que, tu sais, on n'a pas le budget nécessairement pour créer des gros contenus comme Netflix, comme Disney. Ben, il y en a eu un récemment qui s'appelle Vitrerie Joyale qui était incroyable. Oui, ben, j'ai vu la critique encore 3 heures. C'était Amazon qui les produisait. Amazon qui investit ici. Des budgets faramineux. La cinématographie, les plans, là, c'est des choses qu'on voit pas habituellement à TVA. C'était avec Martin Matt, avec Martin Matt, dans le même veine que Les Beaux Malaises au niveau du ton. Puis là, t'es comme, OK, c'est ça qu'on pourrait faire avec un budget quasi illimité parce qu'Amazon, c'est juste parce qu'on n'a pas de budget dans ce On n'a pas de budget. On est capable de produire ces programmes premium-là sur Illico Plus, mettons, ou sur Tout.tv, tout simplement parce que c'est toutes nous autres qui financent ces produits-là. Parce que des compagnies privées, ils n'ont pas besoin de l'argent du public, c'est généreux, c'est des GAFAM. Il y a de l'argent illimité, Microsoft, Google, Netflix, Facebook, YouTube, name it. Ils peuvent tous produire le contenu qu'ils veulent avec l'argent interne. Ici, c'est d'argent public, malheureusement. Moi, si je peux faire un commentaire sur ta question de base, Carlos. Non, tu peux pas. OK. Bon, on passe à la suite. Non, c'est bon, vas-y. Ben, dans le fond, moi, cet aspect-là, je pense que il y a une partie qui tue un peu le cinéma en salle, puis je trouve ça dommage, c'est que, genre, Netflix, mettons, ces derniers temps, ils ont commencé à écrire leur nouveau projet, comme la dernière saison de Stranger Things, mettons, de manière à
tout décrire ce qui se passe, tout décrire la narration, ouais. parce qu'ils savent que le monde sont pas complètement attentifs, puis que ils sont un peu sur leur selle. Ça, là, ça fait chier, parce que quand tu veux apprécier pour de vrai ce que t'écoutes, tu le remarques, genre tu le sens. Dans la dernière saison de Stranger Things, je l'ai senti, j'avais tout le temps l'impression qu'il disait ce qu'il faisait, puis tout à fait. Tu l'as pas écouté. Ouais, il l'a pas écouté, non, c'est ça. Mais puis ouais, en plus, ça, je trouve ça dommage. Ils doivent adapter genre leur script d'une certaine façon pour que ça pogne dès le début. Si c'est trop slow-paced au début, les gens y accrochent pas. Fait que pour ça, c'est du cinéma pour faire de l'argent. C'est pas du tout du cinéma d'auteur. C'est vraiment l'inverse. Puis genre, ça tue un peu d'une certaine manière cette manière de faire du cinéma-là, mais ouais. Mais au moins Netflix, des fois, ils sortent des films au cinéma. De plus en plus, puis c'était un peu ça où ce que je voulais aller, c'est que Netflix commence de plus en plus à se coller sur le mode de distribution en salle. Là, j'ai vu, mettons, le dernier Knives Out, je l'ai vu au cinéma. Frankenstein, je l'ai vu au cinéma. C'est pas des windows qui sont nécessairement gros, c'est des 2-3 semaines. Ouais. Ils se rendent compte que le cinéma, en tout cas, a un certain prestige. Ouais. Mettons le dernier film de Adam Sandler qui a juste passé sur Netflix. Tu l'as vu, tu t'en rappelles plus comme 2 jours après. Il n'y a aucun prestige avec ces films-là. Tandis que quand tu sors un Frankenstein au cinéma, Guillermo del Toro... C'était Netflix, ça? Ouais, Netflix. Oh my God, je savais pas. C'est un bon film, en plus. C'était un film d'auteur, là, à la limite, qu'on pourrait dire. Ouais, c'est vraiment bon solide. Puis Netflix a sorti au cinéma. Puis ils vont faire la même chose avec Narnia, qui Netflix a produit au cinéma aussi. C'est un risque, me semble, Narnia. C'est un peu... comment on dit déjà? Il me semble que c'est pas tout le monde qui... Ça divise, me semble, l'univers de Narnia. C'est pas un univers qui a pogné quand les premiers films ont sorti il y a 15 ans. Ils ont fait le premier, ça a pogné, le deuxième a floppé, puis ils ont arrêté ça. Là, je pense. On dirait que ça a coupé. Qu'est-ce que t'en penses du rachat de la Fox par Netflix? Vous voulez dire rachat de Warner Brothers par Paramount? Ça a changé depuis... Pas la Fox. Ouais. Attends, Netflix a racheté Warner Brothers, mais il y a quelqu'un qui a racheté la Fox? La Fox, c'était il y a peut-être 7 ans environ, quand Disney a racheté Fox. Il y a pas genre 6 mois, genre Netflix avait racheté. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Netflix qui a racheté Warner Brothers. Ouais. Puis finalement, ils ont perdu le bid parce que Paramount a fait une offre plus grosse plus tard. Puis c'est rendu présentement, le merger se fait entre Warner Brothers et Paramount. Ah, my God, ok, je savais même pas. C'est vraiment switché. Mais dans tous les cas, la consolidation d'entreprises médiatiques d'aussi grosse que ça, c'est jamais une bonne idée que ce soit Netflix ou les deux garantissaient une certaine stabilité au niveau des sorties en salle. Mais Paramount, au final, leur façon de faire du cinéma, tu regardes ce qu'ils ont dans leur catalogue, il n'y a pas grand-chose de gros hits dans... Paramount, genre, t'as-tu un exemple de film pour que je me... Sonic, j'ai en tête, tu sais, film d'horreur Smile. Ils font beaucoup de one-off aussi. Top Gun. Ils ont quand même des grosses licences, mais ils n'ont pas comme... C'est quoi des Ils sont pas vraiment comme sustainable qu'on pourrait dire. C'est quoi des one-off, t'as dit? Genre Smile, c'est pas une licence nécessairement qui est gigantesque, c'est plus comme Smile 1, c'était comme un essai original, une licence originale. Ils ont fait un 2 à partir vu que ça a fonctionné. Mais c'est pas comme un Top Gun qui va être comme... qui va faire 1 milliard, mettons, là, au box-office. Fait que ils n'ont pas vraiment de gros hits, tandis que Warner Brothers, là, ils sortent des classiques à chaque 2 ans, peut-être. Harry Potter, Warner Brothers, ils sortent la série. D'ailleurs, c'est un peu trop là, ce qui se passe avec Harry Potter. Moi. Ouais, reviens dans la dernière partie. J'ai rien dit. Parfait. On va revenir dans la dernière partie. Ouais, c'est ça, segment 4. On aura l'occasion, en tout cas, ça sera le bon moment. Je conclue avec un dernier débat pour les gens qui veulent pas payer, bande de crevards. Est-ce que les réseaux, entre parenthèses, TikTok, parce que c'est principalement lui, influencent trop ce qu'on regarde, genre, on parle de culture de l'instant, les gens vont entendre parler de ce film-là, ça fait un effet boule de neige, tout le monde en entend parler, tout le monde va genre au cinéma checker le film. Trouves-tu que c'est too much ou... Non, je trouve que c'est positif. Les gens, un de mes buts avec ma chaîne, c'était que les gens aillent voir des films au cinéma. OK, ouais. Puis je trouve que c'est positif parce que ces réseaux-là, c'est rendu un peu la section avis du consommateur d'Amazon un peu, mais version pour les films. Okay, ouais. Parce que personne lit d'avis vraiment écrit pour les films, fait qu'on les regarde sur Internet de version vidéo. Fait que quand tu vois que quelqu'un a aimé un film, puis t'es comme il te décrit pourquoi il a aimé le film, tu sais, parce que c'est facile de faire une critique de film au final. Ce film-là était bon, c'est une critique de film techniquement, mais quelqu'un qui t'explique comment, pourquoi, qu'est-ce qui a fonctionné concrètement.
ça encourage les gens à s'acheter un billet puis aller au cinéma. Est-ce que c'est too much? Je trouve pas, à moins que les gens aient été payés par le studio pour dire que c'est bon. Ouais. Là, ça tombe comme dans le négatif. Mais là, ça marche pas comme tu dis. Son avis authentique. Comme je te dis, Obsession, c'est un 5/5. J'ai trippé en salle. Le monde autour de moi trippait aussi, criait pendant le film. T'as pas le choix d'aller le voir au final, parce que tu veux vivre cette expérience-là toi aussi, que la personne te décrit derrière ton écran, tu sais. Fait que, non, moi, je suis un fan d'écrire un avis sur les médias sociaux. Puis encourager les gens à aller voir. Le problème, c'est que je trouve par contre que les billets sont peut-être rendus trop chers là, au cinéma. Ouais, c'est cher. Je sais pas combien ça te coûte, là, parce que nous, c'est RGFM, les cinémas. Ouais. C'est, nous, on y va les mardis parce que. Ouais, mais mettons hors mardi, c'est rendu 18,50 un billet, genre 18 ou 18,50, puis t'as $1 de frais de réservation si tu veux te prendre d'avance. Fait que c'est cher en calvaire, là. C'est ça de blâmer les cinémas parce que la plus grosse partie du billet que tu payes, ton 18$, s'en va au studio, dépendamment du film, dépendamment de... Ton Avengers, ça peut monter jusqu'à 60-70% du billet. Fait que le cinéma fait quoi, là? Ben, eux, ils font leur argent surtout avec la concession, la bouffe, tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça monte, mais faut aussi prendre en compte que plus que le film est en salle longtemps, plus que ce pourcentage-là diminue. Fait qu'ils finissent par faire de l'argent sur $18, peut-être plus à la fin. Mais ils dépendent presque uniquement des concessions, comme on dit, là, le popcorn. C'est pour ça qu'il y a un prix comme exorbitant. Tes snacks. C'est pour ça qu'ils veulent pas que tu amènes non plus tes snacks de l'extérieur, parce que c'est comme si tu les coupais comme d'un revenu, puis t'allais voir un film presque gratuitement, même si tu payes $18. Puis ça, c'est quelque chose que les gens savent pas nécessairement dans le business, dans le modèle d'affaires du cinéma. C'est peut-être un modèle d'affaires qui a passé son temps avec le streaming, le nombre de mois que les films sortent après une sortie au cinéma est rendu de plus en plus court. Des fois, c'est le mois d'après en vidéo sur demande. Des fois, c'est 3 mois après en streaming. Je veux dire, je peux pas blâmer les gens d'attendre d'écouter ça sur Disney+, mettons, le dernier Pixar, parce qu'on les a habitués à faire ça depuis la pandémie. Fait que c'est un peu la faute des studios de le faire. Fait, puis avec la tangente économique actuelle, ben, le billet de $18, c'est plus tout le monde que les moyens de se payer. Une famille de c'est compréhensible. Ça vient très, très cher rapidement. Ben, moi, j'ai fait le tour, en tout cas, pour les 3 débats. À moins qu'un de vous avait quelque chose à rajouter. Non. Moi, fait que... T'as pas des... J'ai de la misère à avoir des opinions sur les débats. C'est correct, c'est des choses qui arrivent. Non, mais c'était instructif. Ben, on a passé quand même 3 gros enjeux en très peu de temps, fait qu'on est quand même pas pire. Fait que là, on va passer au segment Patreon. Segment Patreon dans lequel on va parler un peu plus des franchises, genre des franchises overrated, underrated, des trucs qu'on aimerait voir venir au cinéma. Des spin-offs qui sont peut-être pas... Exactement. Fait que c'est nos takes personnels sur la culture populaire. Fait que n'hésitez pas à aller voir ça. C'est sûr que ça va être intéressant. Vous allez pouvoir donner votre propre avis aussi à vous. Et 4,99 par mois. Ouais. Le prix de 2 cafés. Exactement. Puis pour les autres, ben, on se revoit pour la conclusion. Juste là. Bon, ben, tout le monde, nous autres, on revient du segment Patreon. Donc, j'ai adoré ça, les gars, connaître vos avis comme ça aussi, sur des franchises. C'était vraiment fun. Nico, t'en avais beaucoup à dire. J'ai été surpris pour de vrai. Vous irez voir le Patreon pour savoir à quel point j'en avais à dire. Spéciaux, là, le gars, tu comprends. Allez checker ça, man. Nico, il va vous surprendre. Ouais. Fait que 3 remerciements à faire. 4, en fait. Je te laisse faire les 2 premiers. On se rappelle 10% de rabais avec la carte étudiante et le code 204 à la Fringale de Saint-Hyacinthe. 5310 boulevard Laurier-Ouest à Saint-Hyacinthe. Yes, exactement. C'est la meilleure poutine en Montérégie, voire au Québec. On n'a pas tout goûté, mais en tout cas, on l'aime bien. On a aussi à remercier la Clique Sociale qui nous prête ce magnifique studio. La Clique Sociale, c'est l'agence de marketing pour faire grossir vos entreprises en ligne. Excellence. Exactement. Pour faire grossir vos entreprises en ligne. Fait que allez les voir si vous voulez faire de la pub sur les réseaux sociaux. Yes. Un gros merci à toi, Eric, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, c'était plaisant. D'avoir fait le déplacement pour nous autres. C'était très plaisant d'apprendre à te connaître, de pouvoir discuter avec toi de la culture populaire. Exactement. C'était vraiment le fun. Yes, puis Théo. Nous autres, on vous dit... remerciement. Hein? Je pensais que tu allais connecter. Un gros merci à vous autres derrière la caméra qui êtes là chaque semaine, qui nous regardez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. C'est très apprécié votre engagement. Oubliez pas aussi d'aller voir le Patreon. C'est $4,99 par mois. Pour beaucoup de contenu exclusif. Les avis de Nicolas sur la culture populaire. Fait que... Sur ça, nous autres, on vous dit merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Ciao.